Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on est en direct de Dubaï. On est venu rencontrer un invité exceptionnel qui est entrepreneur, qui a seulement 28 ans. Il était hacker quand il avait 9 ans. Il a créé plein de sociétés. Il a très bien gagné sa vie, même dès ses 14 ans. Vous allez voir, ça paraît assez fou, mais tout est vrai. Il s'appelle Samuel Cardillo. Il est de Belgique. Il est venu habiter ici à Dubaï. Il a fait une société qui s'appelle Artefact, qu'il a aujourd'hui vendue à Nike. Il nous expliquera tout à l'heure. Avec des chaussures pour le métaverse. Il sort aujourd'hui des chaussures en physique, avec ce qu'on appelle aussi les NFT. Il a créé ces sociétés-là. Et aujourd'hui, il lance des satellites. Il a d'abord bossé dans des sociétés pour les renseignements, pour vendre des renseignements, notamment aux États ou à des sociétés. Aujourd'hui, il lance ses propres satellites. Il a 9 satellites. Il a seulement 28 ans. Profil vraiment inspirant et génial. Samuel Cardillo est notre invité. Regardez la vue et on commence. Mais juste avant de commencer l'émission avec Samuel Cardillo, je suis ici en studio pour remercier nos partenaires qui sponsorisent cette vidéo, c'est eBay Club. Alors qu'est-ce que c'est que eBay Club? C'est un service gratuit de cashback. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez dépensé sur un site partenaire ou dans un magasin en physique, une partie de votre panier va être remboursée. Une fois que vous êtes inscrit, il suffit de choisir les marchands que vous souhaitez et d'activer le cashback. Par exemple, si vous êtes en train de faire vos courses sur un site comme Auchan, vous allez récupérer 5% sur votre cagnotte. Par exemple, vous avez un panier à 100 €, vous allez récupérer 5 € sur votre cagnotte. Ils ont plus de 3000 marchands partenaires, par exemple comme Nike, comme Carrefour, comme La Redoute, comme Booking, il y en a plein d'autres. Il y a aussi du cashback en bons d'achat. Par exemple, chez IKEA, vous allez récupérer 4,2%. Donc si vous allez faire votre déco et que vous dépensez jusqu'à 1000 €, par exemple, vous allez récupérer 42 € sur votre cagnotte. Voilà, comme ça, vous aurez encore plus d'argent pour acheter plus de choses sur vos sites préférés. Et un dernier truc avant de commencer l'émission, que vous le sachiez, vous pouvez cumuler le cashback avec les bons d'achat. Par exemple, à la Fnac, vous avez 4,5% de cashback, donc d'argent que vous allez récupérer sur la cagnotte, et jusqu'à 3% en bons d'achat. En gros, vous avez 7,5% de remboursement sur votre panier. C'est vraiment cool. À partir de 10 € sur votre cagnotte, vous pouvez récupérer directement votre argent, soit par virement, soit par PayPal, soit même par carte cadeau Amazon. L'inscription est 100% gratuite, et grâce au lien qu'on vous met en cliquable dans la description, vous pouvez avoir 6 € directement dans votre cagnotte avec le code Légende6. Merci à vous tous, merci à eux de nous sponsoriser. On y va avec Samuel Cardillo sur Légende. C'est Samuel Cardillo, je suis entrepreneur, je suis aussi dans le renseignement et c'est mon interview sur Légende, ça me fait hyper plaisir. Eh ben voilà. Merci beaucoup Samuel. Tu sais que c'est pour l'histoire, c'est le dernier clap qu'on fait avec ce clap. Il est abîmé, on l'a cassé. Ouais, je pense. Mais on va vécu, ouais. Je vais le mettre sur mon bureau en souvenir. On va le garder quand même porte-bonheur. Je pense qu'on a fait quasiment 150 émissions déjà sur Légende. Content de te rencontrer en vrai. Ouais, pareil. Pour tout vous dire, on s'est appelé évidemment avant de venir à Dubaï. On a des copains en commun qui nous ont présenté, on va dire de manière très vague. Je ne savais pas trop comment te présenter. J'ai fait une intro sur le balcon avant de rentrer là. Je ne sais pas trop comment te présenter. Tu as été hacker, on va revenir sur toute ta vie, mais tu as fait des chaussures avec Nike, avec une boîte qui s'appelle Artefact, qui est énorme. Tu as envoyé des satellites, tu as plusieurs satellites aujourd'hui. Je tiens à te préciser un truc, les gens vont pas te croire. Moi, je sais que c'est vrai, parce que j'ai tout vu. Mais Samuel fait partie des gens les plus incroyables que j'ai rencontrés de ma vie, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'on va vous illustrer de tous ces propos pour vous montrer, etc. De toute façon, il y a des articles sur tout ce que tu racontes, tout ce que tu vas raconter en tout cas. Tu as fait très peu d'interviews? Très peu, ouais. Je suis pas très public de base. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est pas très agréable. Les 30 premières secondes, on se tient sur les accoudoirs. C'est juste que je sais pas comment m'asseoir. C'est la technique du roi, tu vois. Toi, tu as 28 ans. Ouais. Tu es habillé, pour ceux qui nous écoutent en podcast, et je vous en remercie, on est 3e des podcasts en France aujourd'hui, au jour où on tourne encore sur Spotify, donc merci beaucoup. Vous tapez Légende et vous avez tous nos podcasts audio, si vous voulez nous écouter en voiture, en faisant du sport. Et là, tu es habillé, pour ceux qui nous écoutent juste, tu es habillé en Kendora, c'est comme ça qu'on dit? Kendora, ouais. Kendora? Kendora, ouais. C'est l'habit traditionnel des pays du Golfe. Des pays du Golfe, ouais. Alors que toi, tu es belge, hein, pour Je suis belge. C'est pour ça qu'il parle si bien français. T'es d'origine italienne? D'origine italienne. Donc ça fit vraiment avec la Kendora, quoi. Et pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est une habitude que tu as pris maintenant? Comment ça se fait pour comprendre les gens? J'étais, du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet. J'étais marié à une princesse émirati pendant un petit moment. Et ça aussi, non, mais attends. Les gars, je veux pas voir, je vous préviens. Je sais que tout est vrai. Je peux pas tout vous dire, mais je sais qu'absolument tout est vrai.
Non, et la vérité, c'est que je sais que vous allez dire mytho, etc. Ce mec-là a une vie absolument incroyable et je peux m'engager pour lui comme quoi absolument tout est vrai. Et c'est ça qui est incroyable aussi. T'étais marié à une princesse émirati. C'est ça. Et du coup, c'est pour elle d'ailleurs que je suis venu habiter aux Émirats de base. Et au final, j'ai pris l'habitude quand j'étais avec elle, etc., de rentrer dans les traditions et la culture, quoi. Et ça m'a. Et en fait, on est tellement bien à l'intérieur du Kandura que j'ai continué après le divorce. Oui, elle est logique cette tenue. Quand tu viens ici, il fait tellement chaud. Il y a on est tellement libre de dedans. Soleil, on est libre dedans, Ouais. etc. Quand il fait froid en France à 6 degrés, t'as aucun intérêt à porter. C'est clair. Juste te cailler. Et ce qui est intéressant dans le profil de Samuel, c'est que tu viens d'une famille qui n'a pas d'argent. Tu t'es créé tout seul. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment incroyable et je trouve inspirant pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous découvrent aujourd'hui avec cette émission. Je reprends ta vie, mais t'es né à Liège, en Belgique, Ouais. c'est ça. Est-ce que ta maman, je sais qu'elle est venue te voir là en ce moment, est-ce qu'elle a un peu l'accent liégeois comme ça? Oui, C'est ça. quand même, ouais. Il y a un accent liégeois, on l'embrasse fort, très reconnaissable en Belgique, c'est vrai. Hein, tu grandis là-bas, ton papa est italien. Ouais, sicilien, ouais. Et ta maman est juive, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc toi, tu es juif. Oui. Je précise parce que c'est intéressant pour ton parcours. Après, tu vas partir en Israël et tu vas nous expliquer tout ça. C'était quoi l'ambiance à la maison? C'était une ambiance, famille moyenne, pauvre, entre guillemets. C'était vraiment entre le pauvre et moyenne. C'était vraiment entre les deux, quoi. Okay. On pouvait pas se faire des plaisirs non plus. On partait pas en vacances, etc. Mais vous mangiez à votre faim. Mais on va dire ça comme ça, Pas ouais. toujours. Pas toujours. J'ai noté, alors tu vas me dire, comme tu as fait très peu d'interviews, il y a très peu d'infos, mais tu as touché un clavier d'ordinateur à l'âge de 4 ans. C'est ça, ouais. C'est le seul truc que mon père a fait de bien de sa vie. En tout cas, en tant que sa vie de père, en tout cas, c'est que il avait un attrait pour la nouvelle technologie, les gadgets, etc., qui a fait que il a amené à la maison un ordinateur, c'était un Commodore 64. Et du coup, moi, j'étais très attiré par ça, quoi, parce que c'est un écran et tout ça, c'est lumineux, j'étais un gosse. Et du coup, comme un moustique, j'étais attiré par l'écran et j'ai trouvé ça hyper cool, en fait. Le fait de se dire qu'en face de toi, tu as un monde entier. C'était un monde dans l'écran, en fait. C'est totalement différent. Je vous préviens juste que chaque chiffre va être démentiel et donc va vous étonner. Tu as fait tout très très tôt. Non mais c'est vrai, tu as été très très précoce pour de vrai. Juste pour revenir sur ton papa, tu as dit que c'est la seule chose qu'il a fait de bien. Ouais. Mauvaise entente avec le papa, avec ton père dès le début. Ouais, lui, il est parti super tôt de ma famille. J'ai pas trop de souvenirs c'est des souvenirs de gosse, genre tu joues avec lui, etc. J'ai pas ça, tu vois. J'ai pas vraiment des bons souvenirs. C'est quelqu'un qui a été très manipulateur, très il a été un bon père dans le sens que il m'a donné l'exemple de ce que je devrais pas faire dans ma vie. Ah c'est vrai? Ouais, exactement. Il est plus avec ta maman, j'imagine. Il est plus du tout avec ma mère, ça fait quelques années déjà, hein, depuis que je suis petit. J'ai plus exactement la date de quand il est parti de la maison, mais parce que moi il est date, mais voilà. C'est lui qui est parti? C'est lui qui est parti, ouais. C'était des disputes tout le temps. C'était vraiment pas un climat familial, on va dire, comment on dit, healthy. Je sais pas comment on dit ça en français. Oui, sain. Ouais, voilà, sain. C'est pas un climat familial sain. C'est qu'il est vraiment bilingue. Quand tu oublies les mots en français, c'est que tu es vraiment bilingue. Je l'ai entendu parler. Jean-Claude Van Damme aussi. Je suis belge, donc Et là, il part, il quitte ta maman pour une raison particulière, pour les embrouilles. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, il a trouvé quelqu'un d'autre. C'est pas un mec qui était qui est resté avec une femme, quoi. Tu vois. Donc voilà, il a trouvé quelqu'un d'autre, il est parti avec. Je vais pas trop rentrer dans les détails, sûr, mais Et il s'occupe plus de toi à partir de ce moment-là ou et il s'occupait pas de moi avant non plus, donc je veux dire, ça change pas grand-chose. Ok. Il fou, il rigole. Il prend la vie du bon côté surtout, ça c'est génial, c'est génial. Parce que si ça s'était pas arrivé, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc au final, même si c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Ça t'a construit quelque part. Ouais, exactement. Mais il y en a qui ne s'en seraient pas servis comme ça. Toi finalement, t'en as fait ta force en réalité. Mais je pense que si tu t'en sers pas comme ça, tu peux vite sombrer tu peux vite sombrer dans d'autres trucs, quoi. En fait, avec les challenges que la vie m'a mis. Si je regarde, j'aurais pu très facilement tomber dans la drogue, la dépression, etc. Mais il faut arriver à prendre les choses d'une autre manière. Sinon, tu t'avances pas et tu accomplis rien. Comment ça se passe avec ta mère à cette période-là? Et puis après, on va parler du hacking, que tu vas commencer très très tôt.
Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Ça se passe. S'occupe bien de toi? Oui, oui, oui. Elle a toujours très bien pris soin de moi. C'est une mère exemplaire sur énormément de points. J'ai été extrêmement chanceux de l'avoir parce qu'elle m'a soutenu dans énormément de moments de ma vie. Elle m'a donné surtout une liberté. Elle m'a compris et elle m'a donné une liberté malgré le fait que beaucoup de gens, autant dans la famille qu'en dehors de la famille, remettait en cause sa façon de m'éduquer, etc. Alors qu'elle a tout bien fait exactement pour que je réussisse. Tu apprends que tu es juif à 8 ans. C'est ça, C'est plus ou moins. Que tu nous as dit. Comment tu apprends? C'est compliqué, mais c'est en grattant un peu dans l'histoire de la famille, posant des questions aux grands-parents, etc., que voilà, d'une chose à l'autre, on apprend que en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une partie de la famille qui a dû se cacher, faire croire qu'ils étaient catholiques pour éviter que voilà, il y ait des déportations, etc. en Italie, et que moi je fais partie de la famille qui s'est fait passer pour catholique, qui est devenue catholique au final, hein, mais donc qui est de base juive, et du coup ça crée un certain intérêt pour moi, quoi, parce que je me demande c'est quoi une juif? Alors attends, alors là les chiffres commencent à devenir fous à partir de 9 ans. À partir de 9 ans, vous allez commencer à plus le croire. Et pourtant, tout est absolument réel. Tu découvres le codage. Ouais, un peu avant, du coup. Encore plus tôt? Ah ouais, les premiers sites que j'ai faits, c'est 6-7 ans. Je sais que tu es passé au JT en Belgique, on va en parler après, parce que tu as hacké le gouvernement belge. C'est après, ça. Ce gars est incroyable, c'est-à-dire que c'est des profils... Tu as un peu un profil à Elon Musk, tu sais, un peu mi-fou, mi-génie, tu vois ce que Non mais mi-incroyable, comment à 6 ans, moi j'ai des copains qui ont des enfants qui ont 6 ans, je ne sais même pas, ils ne savent pas lire. Au tout juste, tu apprends à lire à 6 ans. Toi, tu as appris à coder limite en même temps. Ouais, parce que c'était cool. À 9 ans, tu développes un premier virus. Ouais, tout à fait. Comment à 9 ans, tu te mets devant un ordi et tu te dis, je vais faire un virus? Et qu'est-ce que c'était que ce virus? En fait, t'as tout un process derrière, en fait. Hein. Ça a commencé avec des jeux vidéo, modifier des jeux vidéo, donc créer des mods, etc. Moi, je jouais à Age of Empires, Alerte Rouge. Age of Empires, ouais, Alerte Rouge et tout ça. Et juste savoir modifier des unités, faire que l'unité, elle tire plus fort ou des trucs bêtes. Et en fait, tu comprends que tu peux modifier ce que tu veux sur un ordinateur et tu peux en faire... en fait, c'est ton monde, c'est ton monde. Et donc, ça, directement, il y a un attrait qui va vers la sécurité informatique. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la sécurité informatique principalement. Et donc, j'ai commencé à créer des virus. Mais t'apprends tout seul? Ouais. C'est vrai? Tout seul. Après, il y avait des trucs genre le site du zéro... voilà. Trouver une petite base sur Internet. Ouais, tu vois, t'avais des forums, t'avais des trucs, t'apprends tout seul dans le sens où je regardais pas mon écran et la connaissance venait à moi, tu vois, mais j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai posé des questions, voilà. Tu y passes des heures, j'imagine, tu bosses dur. Ouais, de ouf. Ouais, ça vient pas tout seul, non, comme chez personne. Hein. Non, en fait, c'est vraiment une passion, une curiosité qui fait que tu prends le temps qu'il faut, quoi. Comme quelqu'un qui étudierait chez lui pour l'école, mais moi, c'était ce que j'ai étudié. Mais donc, tu te mets devant ton ordinateur, tu arrives à... Alors, pour ceux qui ne voient pas Alerte Rouge, c'est un peu comme Age of Empires, mais version militaire. Ouais. Tu as des petites brigades, machin, etc. Tu arrives à 9 ans à modifier le codage de ce jeu. Un peu avant, ouais. Un peu avant. Ouais. Un peu avant. 9 ans, c'est le moment où vraiment je me mets dans la sécurité informatique proprement. Proprement. Ta mère se rend compte que tu passes beaucoup de temps, elle voit que tu as un attrait pour l'ordinateur, parce que là, ça va basculer après. Ouais, mais justement, c'est pour ça que ma mère, elle m'a donné énormément de liberté, en fait. Je pense que si elle m'aurait pas donné toutes ces libertés, aujourd'hui, je n'aurais pas fini comme qui je suis. Elle comprenait, elle avait du mal à comprendre. Des fois, elle faisait des trucs de mère normale, hein, genre tu peux pas aller sur l'ordinateur parce que t'as pas fait ça, enfin des trucs. Logique de maman. Voilà. Que tu feras quand tu auras des enfants. On verra. Elle est là pour voir si j'en ai. Et puis, mais elle m'a quand même donné énormément de liberté, de capacité d'un peu faire ce que je veux sur l'ordinateur, etc. Et donc ouais. Et t'as laissé du mou, quoi. Elle m'a laissé du mou, exactement. Elle m'a laissé énormément de mou. Et tu crées des virus plus sales, plus dangereux, plus méchants, ou c'est plus rigolo, toi? Non, le but des virus que j'avais, en fait, c'était au tout début, c'était de faire des dégâts. D'ailleurs, le premier virus que j'ai fait, je me suis hacké moi-même, comme un débile.
Du Tu t'es coup, suicidé en virus. je me suis suicidé et j'ai pleuré juste après parce que mon ordinateur ne fonctionnait plus. C'est vrai? Oui, c'est vraiment débile. En fait, je voulais le tester en envoyant ça sur chez quelqu'un en utilisant IRC, c'est un système de chat, MIRC. Et en fait, je l'ai envoyé à moi-même et j'ai cliqué dessus moi-même. Enfin, c'est débile, Ah oui, c'est vraiment débile. débutant, quoi. Ouais, écoute, 9 ans. Hein. Oui, c'est... Ça va être super. Donc tu casses l'ordinateur familial? Ouais, plus ça, ou moins, en gros. ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi tu faisais des virus méchants? C'était quoi ton but, les vendre? Non, c'est parce que tu peux pas faire de virus gentil. C'est quoi un virus gentil? Bah juste un truc pour rentrer quelque part et fouiller ou Ça reste méchant quand même. Ça reste méchant. Ouais. Ça reste illégal. Ça reste illégal. Pour moi, tout est un virus qui est pas ça. Non mais tu peux faire un virus pour changer le fond d'écran ou j'en sais rien. Au début, je faisais des trucs un peu agressifs. Après, en fait, j'ai vite compris qu'il manquait quelque chose à cette époque-là. C'était des virus clés en main. Des virus qui sont faciles d'accès, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé au tout début dans la création de virus qui étaient plus clés en main. Tu dis je me suis lancé parce que tu crées une société avec un ami majeur. C'est ça. Tu as quel âge au moment où tu crées ta première société? 9 ans, du coup. Mais c'est pas une vraie société, elle est enregistrée nulle part. Hein. Comment est-ce que tu vends un virus? Alors, tu le crées, après tu crées tout ce qui est marketing autour. Hein, c'est vraiment, tu vends un produit. Non mais si tu dis que c'est pas une société qui est déposée, comment est-ce que tu récupères l'argent quand tu vends? PayPal et tout ça, c'était un peu avant le Bitcoin. Hein. Mais... Donc c'était PayPal, c'était des virements bancaires, il y avait plein de moyens, quoi. Oui, donc c'est comme une vraie société, mais pas déposée. C'est ça. Mais c'était un même fonctionnement. C'est ça. Donc tu fais ces virus, cet homme qui a quel âge avec qui tu le fais? 18 ans, elle était jeune. Oui, c'est un jeune, okay, c'est pas un... Voilà. Lui, tu le rencontres, il te dit, OK, vous mettez un compte PayPal, vous récupérez de l'argent, tu dis en Bitcoin, etc. Non, pas avant le Bitcoin. Avant le Bitcoin. Ouais. Donc tu récupères via PayPal. Comment tu fais un service après-vente, j'en sais rien, tu passes des heures, j'imagine? Mais en fait, c'était simple. Donc en fait, tu as des forums, tu as des trucs qui s'appellent Hack Forum, etc., des forums un peu plus compliqués à accéder. Où en fait, sur le dark web, c'est ça en gros? Pas obligatoirement, on était aussi sur le ClearNet. Vraiment, c'est des forums, tu peux y aller, tu peux t'enregistrer. Alors aujourd'hui, ça a changé beaucoup, mais à l'époque, c'était plus facile d'accès parce que la sécurité informatique, elle faisait pas encore autant parler d'elle, tu vois. Donc c'était quand même beaucoup plus facile. Et les milieux étaient pas aussi restreints qu'aujourd'hui, parce que beaucoup moins de gens y étaient intéressés. Et du coup, tu fais ton petit post sur le forum, on mettait la petite bannière du produit, on expliquait ce qu'il fait, blablabla, on te vendait des subscriptions et tout ça. Enfin, si des gens avaient des problèmes, ils t'appelaient toi? Non, sur le forum d'abord. Donc les gens postaient des messages, ça marche pas, là. Après, on a fait un système sur le site en lui-même où on vendait les virus. Et après, on a eu un call center plus tard. T'avais 9 ans et un call center non, pour plus tard. J'avais, je crois, 12 ou 13 ans. C'est beaucoup plus tard. C'est pas si vieux non plus. Attends, comment t'as un call center à 12-13 ans? Mais ça, je sais pas comment le call center a été fait. C'est lui qui avait fait ça. Il avait trouvé lui-même. À l'étranger, c'était un truc... Ouais, c'était un truc indien. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est des sous-traitants de call center. Oui. Qui ont c'était un call center de virus, quoi. Tu sais, c'était très bizarre, quand même. Et ça, vous le vendez à l'époque? Tu arrives à vraiment gagner ta vie? Ouais, quand même. Je me faisais assez d'argent pour bien vivre. Combien tu arrivais à gagner? Je peux arrêter de parler de chiffres. J'en parlerai pas sur les chiffres récents, par souci de confidentialité, etc. Machin. Puis moi, je vais pas chercher ça, mais j'aime bien avoir des échelles pour qu'on imagine l'humain, tu vois. T'as pas d'argent, d'un coup, tu gagnes combien à 9, 10 ans, 11 ans? Ça pouvait aller de 10, 20 ou plus. 1000. Par mois? Par mois, ouais. À 12 ans? À 12 ans. Ouais, pas avant même. Tu sais que moi, je vois ça sur Internet, j'y crois pas. Et toi, je sais que tout est vrai, mais tu sais, parfois, tu as tellement en fait, de gens qui mentent, tu sais, sur les chiffres, notamment parfois des gens venus de cette ville, tu sais, sur Dubaï. Toi, tu es l'anti-Dubaï, entre guillemets, de ce que j'imaginais moi. Et en fait, tu es le vrai Dubaï. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs ici qui ont des vies assez incroyables, qui bossent, qui sont très bons, très justes, etc. Mais en fait, Dubaï, c'est... J'adore Dubaï, j'aime Dubaï, c'est une ville incroyable, mais le problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'est intelligent pour l'Émirat d'avoir fait ça, c'est de se vendre comme la ville où les Lamborghini tombent du ciel. Et du coup, c'est un peu comme Hollywood. Ça attire plein des gens qui sont à la recherche d'opportunités. Tu vas à Hollywood parce que tu veux devenir acteur, donc tu vas fake it while you make it. Et ici, tu viens ici en voulant devenir riche. Et donc, c'est pour ça que moi, je sors pas, je network pas, parce que je rencontre plein des gens qui vont raconter des conneries et tout ça, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le vrai retour. Et moi, je voulais vous montrer cette partie-là beaucoup plus inspirante qu'une autre partie comme la télé-réalité, etc. Et qui, en fait, finalement, n'est pas du tout présente ici. Elle représente pas du tout les Émirats. Tu n'en vois pas, quoi. Non. Tu fais ça combien de temps, cette boîte de virus? Et après, on avance dans ta carrière. J'ai fait ça jusqu'au moment où j'ai été arrêté, à 14 ans. Pourquoi alors,
J'avais oublié cette petite étape. À 14 ans, Oui. ta sœur, Ça commence. l'histoire est passée au JT partout en Belgique, donc ta sœur veut passer l'équivalent du bac. Elle doit passer l'examen. T'avais 14 ans, elle avait 18 ans. Ouais. Donc elle était en quelle classe, elle, en Belgique? Ouais, en réto. En je réto. crois. Réto, Ouais. c'est qu'il y en a terminale, donc le bac, on va dire que c'est l'équivalence. Ouais. Elle veut aller passer son diplôme, et là, il y a une grève des bus et des transports en Belgique. C'est ça? Ouais. C'est l'histoire, j'essaie de la résumer sur ce que j'ai lu en article. Là. C'est ça, C'est ouais. une histoire absolument vraie. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas content? Je suis pas content. Non, parce que ma sœur est pas contente, et du coup, je suis pas content. Et du coup, à cette époque-là, en fait, j'étais en train de créer un botnet, donc un réseau d'ordinateurs zombies, pour un des produits qu'on allait vendre. C'est le mec le plus dangereux que je connaisse avec la tête d'ange. Regarde. J'étais en train de créer un botnet avec un réseau d'ordinateurs, donc un réseau d'ordinateurs zombies avec un des produits, ce qu'on appelle un RAT qu'on crée chez nous, enfin, pour la boîte. Là, tu m'as perdu, mais je te fais Un confiance. Trojan. Ouais, j'ai déjà vu de nom, mais en tout cas, ceux qui connaissent reconnaîtront. Voilà. Et ceux qui connaissent pas vont essayer de comprendre. Donc, en gros, tu crées quelque chose d'assez méchant. Oui, parce qu'en fait, entre 9 et 14 ans, j'avais tourné très fort dans le renseignement plus que juste la sécurité informatique Ok. de base. Et donc, du coup, là, on était en train de faire un Trojan, etc. Et donc, j'avais créé un réseau d'ordinateurs zombies. Donc, tu t'étais musclé, en gros. Ouais, en termes de hacking. on avait vraiment, enfin, on avait Tu t'es bien entraîné, tu t'étais renforcé. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, on va tester de toute façon ce réseau d'ordinateurs zombies, c'est parfait. Autant attaquer le réseau de transport en commun en Belgique. Et j'ai fait tomber L'équivalent de la RATP, pardon, en France ou à C'est ça, le Paris. tech, ouais. Voilà, ça s'appelle le TEC. Ouais, transport en commun. Le TEC, transport en commun. Et il y a l'équivalent aussi. La STIB La STIB qui est à Bruxelles. Le STIB, le TEC, il y en a un Et qui est de flamand, Line. non? de Line. Ouais, c'est ça. Et donc c'est les bus, en gros, et les métros, c'est ça? Ouais, Donc, ouais, mais il n'y a pas de métro. Je crois pas qu'il y a des métros en Wallonie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur fais? Mais moi, en fait, j'envoie une tonne de requêtes. C'est ce qu'on appelle un DDoS. C'est pas une attaque informatique incroyable, mais vu que j'avais un bon gros réseau d'ordinateurs zombies et on faisait à cette époque-là du SYNFLOOD, donc ça faisait partie des premiers DDoS qui utilisaient du SYNFLOOD et du coup tout le réseau est tombé en panne. Sauf que vu que j'avais 14 ans et que j'étais un débile, j'avais pas pris en compte que le serveur du tech était sur les mêmes serveurs que beaucoup d'autres administrations en Belgique. Et du coup, quand le site est tombé, il y a plein d'autres trucs qui sont tombés. Et c'était pas du tout voulu, quoi. Il y a quoi qui est tombé, par exemple? Je peux pas rentrer dans les détails. Suffisamment pour te créer des problèmes à 14 ans? Bah, déjà, le problème, c'était d'avoir hacké le tech, et parce que beaucoup de gens en parlaient, mais ouais, suffisamment. Ça a bloqué les bus? Ça a bloqué des bus, ça a bloqué des appels d'urgence, ça a bloqué plein de choses. Ah, waouh! Ouais, non, mais ça a été c'est pas bien. D'accord, oui, évidemment. Ouais. Parce que toi, ton but, c'était pas de faire du mal à... Non, moi, je pensais que j'allais juste Sérieux. attaquer des bus, quoi. Et ça se passe pendant combien de temps, tu bloques tout ça? Je crois 48 heures, un truc comme ça. Les bus ne roulent plus? Les bus ne roulent plus. En plus de ça, j'étais un débile, donc je leur téléphonais. Attends, et je leur disais, ah, votre site ne marche pas, haha, et je raccrochais, tu vois. C'est vrai? Débile, Juste parce que ta sœur n'a pas pu aller à son examen. c'est ça. Imaginez si sa sœur divorce un jour. Non. Non, mais attends, le plus drôle, c'est quoi? C'est qu'avant, ma mère était sur le divan, en train de regarder la télé, au soir, et je descends et je dis, maman, je vais hacker le tech. Et elle m'a dit, oui, super, c'est bien. Genre, elle me Ah, c'est croit vrai? pas, tu vois. Ouais, genre, elle me croit pas. Elle me dit, c'est bien. Et Elle voit que c'est après... mais vraiment bloqué. après, ma sœur, du coup, descend plus tard. Je sais plus toute l'histoire en tête, mais elle redescend, elle dit à ma mère, il a vraiment hacké le tech. Et du coup, là, il regarde au journal TV. En effet, il voit que le tech ne fonctionne plus. Je vous mettrai les articles qui apparaîtront sur les images des journaux de là-bas. Sauf que c'est interdit. Ah ben oui, généralement, C'est là oui. le début des problèmes. Ouais, mais en fait, te je me rends suis compte livré moi-même. Attends, mais tu te rends pas compte à l'époque que c'est une grosse connerie, en réalité? Bah, à ces moments-là, non. Donc là, tu as fait tomber d'autres serveurs Ouais. qu'on ne citera pas. Voilà. Et qui sont pas cités d'ailleurs, en fait. C'est juste. Ah oui, les vrais gros Ouais. emmerdes, on ne Ouais. les cite pas. Là, ils pensent que c'est des Chinois. Ouais. Le gouvernement à l'époque pense que c'est des attaques chinoises. C'est ça, ouais. Ils communiquent sur ça?
Ils communiquent, du coup, ouais. Dans les journaux, ils disent on subit des grosses attaques de Chine. Ils pensent que c'est un groupe chinois, blablabla. C'était mes VPN et tous mes ordinateurs zombies. Et du coup, moi, je suis un gamin de 14 ans avec des insécurités parce que mon père, il est parti de la maison. Donc, tu vois, j'ai besoin de reconnaissance. Faut que je me confirme. Et tu dis que c'était toi? Et ils disent que, tu vois, ils disent que c'est un groupe de Chinois. Et machin, mais attends, je suis pas un groupe de Chinois, n'importe quoi. C'est moi, genre, je suis belge. Et du coup. Tu vas te balancer tout seul? En fait, je pensais pas me balancer, mais d'une façon ou d'une autre, je me suis balancé. En fait, quand tu réfléchis, oui, c'était obvious que c'était logique, que ça allait faire ça. Mais j'ai appelé une boîte de télé, enfin la presse belge, qui sont venus chez moi avec une caméra, etc. RTL. RTL, ok. RTL TVI, exactement le nom de la qui chaîne. ont eu des problèmes d'ailleurs, il y a eu une attaque en justice, etc. C'est l'équivalent de TF1 en France, la plus grosse chaîne privée. Voilà, et du coup, ils sont venus chez moi avec des caméras, etc. Et ils m'ont filmé en train d'hacker le tech. En train de prouver que c'était toi. C'est ça. Et du coup, le lendemain, 6h du matin, police. Ils sont venus te chercher? Ouais. Ils t'ont emmené? Ouais, je pleurais, ma mère, elle pleurait, tout le monde pleurait. Ah, c'est vrai? Là, c'était la mauvaise... Tu vois, là, je me réalisais, merde, j'ai fait une connerie. Ah oui, oui, oui. C'est passé du jeu à la réalité, genre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils t'emmènent et tu passes en procès, ils te mettent en prison. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était bizarre en fait. Ce qui s'est passé, c'était bizarre. Déjà, ils me croyaient pas. Ils pensaient pas que c'était moi. Ils pensaient que je faisais partie d'un réseau, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Du coup, en fait, l'ambiance est devenue très bizarre. Parce que du coup, il y avait ma mère qui était avec moi pendant l'arrestation, l'audition, etc. Vu que j'étais mineur. Et en fait, ils me posent des questions. Au début, moi, je pleure, etc. Et je dois leur prouver que c'est moi, en fait. Et donc, je suis passé du côté de leur bureau. Et j'ai commencé à blaguer avec les policiers, à leur montrer comment fonctionne le virus, etc. Donc, j'ai touché moi-même l'ordinateur de l'audition pour leur montrer comment... C'est improbable. Hein. C'était très bizarre. Et ma mère leur a même dit, non mais vous l'avez arrêté pour lui faire des compliments ou c'est quoi le truc? Et en fait, pendant cette audition, il y a même le directeur du FCCU, donc le Federal Computer Crime Unit, qui est venu de Namur jusqu'à Liège pour me passer sa carte. Mais non. Et pour me dire, quand t'as 18 ans... C'est vrai? Ouais. C'est très marrant. Qu'est-ce qui se passe? Ils te mettent une amende, ils te font un... Ça arrive, parfois on en a eu des hackers ici ou d'autres métiers qui sont finalement recrutés par l'État. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu, on va dire, une compréhension, quelque chose à l'amiable qui s'est passé avec une médiation, etc. J'ai eu une amende qui était assez minime. C'est-à-dire 2000 €, un truc comme ça. Ok. Vraiment minime. Et comparé à beaucoup plus qui était censé être fait. Et j'ai pas eu de détention juvénile parce que du coup, j'ai fait un petit accord à l'amiable avec la police, quoi. C'était quoi, un accord à l'amiable avec la police? Un formateur, un truc comme ça. Parce que c'était l'époque où il y avait Anonymous et du coup, la police, elle avait un peu peur, etc. Ils comprenaient pas trop l'idéologie de Anonymous, etc. Et donc, j'étais un peu là-dedans, donc c'est utile. Ah oui, ils t'ont demandé d'aller les aider. Ouais, les aider quand je pouvais. Leur expliquer un peu les codes. Ouais, des trucs comme ça. Putain, c'est fou. Et en échange de ça, c'est tout? Ils te laissent tranquille et tu reprends tes études? Ça a joué, quoi. C'est-à-dire le juge qui était au niveau de l'affaire s'est dit, vu qu'il y a ça et ça, on peut faire une médiation et on peut faire un truc très, très minime. Quand tu dis que tu gagnes quelques dizaines de milliers d'euros par mois, voire jusqu'à 50 000 ou plus, quand tu as 11 ans, 12 ans, ta maman sait que ton argent... Ma mère pense que je vends de la drogue. C'est vrai? Bah ouais. Incroyable. Ouais. Ma mère pense... Moi, je revenais de l'école... Et j'ai retrouvé ma chambre complètement... Retournée? Ouais, elle pensait vraiment que je vendais de la drogue. Tu gardais ça pour toi? De toute façon, je vais pas sortir dans la rue. À part le moment où j'ai appelé la télé, ouais, mais sinon, je sortais pas dans la rue en me disant... Mais tu donnais pas d'argent à ta mère, par exemple, ou pour les courses, ou à ta sœur, pour s'acheter des... À ce moment-là, très rarement. Tu mettais l'argent où? Je le gardais. En fait, il n'y avait pas vraiment moyen de totalement sortir l'argent de manière physique à cette époque-là, parce que c'était pas encore la période de crypto, etc. Donc, c'était beaucoup en ligne. J'achetais des jeux vidéo, je faisais des trucs, ce que tu pouvais payer en ligne, mais tu pouvais pas tout payer en ligne encore à cette époque-là. Donc, c'était limité. Je faisais de l'argent, mais je pouvais pas l'utiliser entièrement comme je voulais, quoi. Là, on est à 14 ans, mais un an avant, j'ai oublié quand même une info assez incroyable. Ouais. C'est une anecdote, mais qui est irréelle. Tu as 13 ans, et avec ta boîte, tu continues le hacking, tu avais avec les virus, etc. Et tu vends des données ultra confidentielles à un État étranger à 13 ans. Ouais,
On ne citera pas l'État. Voilà. Mais tu me l'as dit, donc c'est réel, enfin tu m'as expliqué, etc. Hein. Tu vends des données. Comment tu vends des données à 13 ans à un État? Tu y vas physiquement? Ouais, en fait c'est ça que je dis. En fait, je suis passé plus dans le renseignement que dans la cybersécurité parce que ce qui gagne le plus d'argent à ce moment-là, ce que je comprends, c'est les données. Nos clients qui achetaient nos virus, c'était généralement pour pénétrer dans des installations, pour récupérer des informations. Et donc, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Et je m'y suis intéressé moi-même. Et donc, rentrer dans des bases de données, récupérer des informations, c'est devenu plus lucratif. Beaucoup plus lucratif que juste vendre des subscriptions à des virus. Ouais. Mais c'est quoi comme type de données, sans donner des détails, mais on a du mal à comprendre ce que c'est qu'un renseignement qu'on vend à un État. Ouais, c'est compliqué à expliquer. Je me spécialisais dans des noms, des prénoms, des positions un peu... C'était des bases de données d'identité, quoi. La localisation. Des localisations, des trucs comme ça. Tu vas dans un État, tu voyages, ouais. Tu as 13 ans, comment tu vas dans cet État? En train. C'est un État, pour dire, voilà, on peut y aller en train, c'est pas un avion, mais c'est pas à côté. Parce que de toute façon, en fait, j'avais un petit papier de ma mère qui me disait que je pouvais voyager. Et du coup, ouais, voilà. Et donc toi, tu pars tout seul dans ce pays? Ouais. Avec quoi sur toi? Des données? Comment ça se représente? J'ai une clé USB. Une clé USB? Ouais. Mais comment tu négocies avec un État ces trucs? Par Internet. Tu leur écris, tu leur dis j'ai ça? Ouais. Ça paraît complètement fou. Ouais. Même pour moi. Attends, mais c'est fou. Tu vas dans cet État, tu prends le train, t'as rendez-vous avec qui? À ce moment-là, j'en ai aucune idée. En fait, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Je sais juste que je vais recevoir de l'argent à la fin et je suis content. Mais sinon, j'en ai aucune idée. Et tu parles à quelqu'un sur le seul truc que t'as, c'est. Ouais. Moi, je sais juste que je suis censé livrer des données à quelqu'un et qu'elles sont assez sensibles pour pas être livrées en ligne. Donc, il y a des faux physiques. Et donc du coup, je dois aller là-bas et j'arrive, il y a un mec qui m'attend avec un petit panneau, avec un faux nom qu'on m'a donné. Mais ils savent que t'as 13 ans? Pas du tout. Bah non, pour le moment, ils ont eu qu'un pseudo, quoi. Oui, t'aurais pu l'avoir au téléphone et dire, voilà, j'ai 13 ans. On n'a jamais eu au téléphone, attention, c'est que par écrit, par communication. T'avais pas peur de te faire flinguer? Mais moi, je suis débile de base, en fait, je prends pas ça en compte. Moi, je prends des risques sans réfléchir à ça. Prenez des risques. J'imagine que maintenant, tu fais plus attention, j'espère. À voir. Je sais. Voilà. Et donc, tu vas dans ce pays-là, t'as 13 piges, t'as une clé USB sur toi, il y a un mec qui vient te chercher comme un taxi, voilà. Ouais, il y a un mec avec un, taxi, avec un panneau, avec un faux nom, j'ai oublié ce que c'était. Et du coup, il comprend pas que c'est moi, et du coup, je lui dis que c'est moi. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin de montrer la clé USB. Bref, au final, il m'amène dans un taxi normal. Et donc, il m'amène dans un truc vraiment tout pourri. En face de moi, j'ai une voiture, une belle voiture. C'est une belle voiture. Après, moi, je m'y connais pas trop en voiture, mais c'est une belle voiture. Et le coffre vers moi, il y a quelqu'un qui m'attend, qui est là. Comme dans les films, quoi. Très, très, très cinématographique comme scène. Quand je la rejoue dans ma tête, dans mes mémoires, c'est vraiment un film. En fait, à ce moment-là, je me rends pas compte de ce qui est en train de se passer, tu vois. Ce que je me dis, c'est juste... Moi, je pensais à l'argent, surtout. Je me disais, j'ai juste envie de voir les billets. Mais ouais, quand je repense aux souvenirs, c'est juste ouf. Et en fait, lui me voit... Maintenant, il voit un gamin avec des longs cheveux, des lunettes. Enfin, je ressemblais pas à grand-chose, tu vois. J'étais vraiment le geek de base. Et il me voit et il me pose des... Enfin, il sait pas ce que je fous là. Et donc, je dis, clé USB. Je savais pas quoi dire. Et du coup, il comprend, j'imagine. Et du coup, il a pas trop posé de questions. Le gars ressemblait à quoi? Il était bien. C'était un policier? J'en sais rien. Non, mais je veux dire, il était habillé en flic? Ah non, tout civil. Costard, oui. cravate, tout civil. Bien habillé, un peu basané, tout bien. Bien clean. Okay. Et j'avais pas vu au tout début, mais quand il a ouvert le coffre pour... En fait, il a ouvert le coffre et en dessous, il y avait un faux coffre. Donc, il a ouvert le coffre et le faux coffre. Et du coup, pour ouvrir le faux coffre, il a dû se pencher un peu. Et du coup, j'ai vu l'arme, en fait, parce que tu sais, son costard, c'est un peu... Et du coup, j'ai vu l'arme, ouais. D'accord. Qui était dans un holster, etc. Donc, c'est quand même un peu officiel, quoi. C'était pas à l'arrache dans la ceinture. Et du coup, il prend des enveloppes et il me dit, OK, on va aller compter tout ça. Et on monte dans un bureau. Si tu veux, tu avais des escaliers qui montent dans une espèce de bureau comme ça. Et là, je me retrouve dans un bureau avec plus de mecs en costard, cravate, qui sont bien entendu armés, dont un mec qui se met entre la porte et les escaliers, donc je peux plus sortir. Et là, du coup, il prend la clé USB, il la branche dans l'ordinateur, il check qu'il y a tout, et puis il compte les billets en face de moi, il me donne l'enveloppe, et puis merci, au revoir. Incroyable. Voilà. Là, tu as 13 ans. Ouais. Ça représente quoi la somme d'argent qu'ils te donnent pour des renseignements qu'on imagine? Et ce que je me faisais en un mois, je me le suis fait en 10 minutes.
Et donc, tu commences à avoir de l'argent en cash, là. Ouais, ça par contre c'était cool. Ça, c'était cool. Tu le fais qu'une fois avec ces pays en général? Non. Tu commences à le faire? Ouais, parce que de toute façon, du moment où ils comprennent que tu es capable de livrer l'information, ils reviennent vers toi souvent. Et ils s'en foutent que t'aies 13 piges? Tant que tu livres... Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils savent même pas à ce moment-là que j'ai 13 piges. Peut-être on fait pas travailler les enfants. Mais ils m'ont pas demandé ma carte d'identité, tu vois. C'est vrai? Peut-être ils pensent que j'ai 18 ans, ils s'en foutent. Tant que je livre l'information. Putain, c'est fou. Là, c'est tu passes d'un step à un autre quand même. Rendez-vous physique, etc. Ouais. Autre chose. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu te fais arrêter donc, par la police belge. Ouais. Ils te demandent de bosser pour eux. Tu nous as raconté ta maman, tu te rends compte que finalement c'est grave, enfin c'est interdit. Tu as ce petit côté, merde, attends, j'ai peut-être déconné. Comment tu rebondis après? Qu'est-ce que tu fais à 14 ans quand tu te fais arrêter là-dessus? En fait, à ce moment-là, j'ai joué un peu avec le système. Donc, j'ai eu une dérogation qui m'a permis de rentrer dans un truc beaucoup plus tôt que prévu qui s'appelle l'IFA-PME. Parce que c'est un peu un truc d'apprentissage en Belgique et qui me permettait d'avoir un travail sans aller à l'école, en fait. Donc, légalement, travailler sans réellement étudier. Et donc, j'ai cherché un travail, quoi. J'ai cherché du boulot. Tu cherches du boulot, mais tu montes en parallèle une deuxième boîte. C'est ça. Sur la musique. Ouais, enfin, dans la musique, pardon. Un peu plus tard, genre quelques mois plus tard, après avoir trouvé mon premier boulot. Ouais. C'est une sorte de label musical. C'est ça. Qui est plutôt un échec ou plutôt un succès? Non, parce que tu as eu des succès. échecs aussi, parce qu'il reste humain, et ça qui est assez intéressant, c'est que tu vas me raconter après, mais tu as eu quelques petits échecs, mais tu as eu d'immenses succès. Ça t'est arrivé aussi, c'est intéressant à comprendre. Ouais. Ouais, donc j'ai fait. Pourquoi le label musical? Quel rapport avec toi? Je suis sorti dans une soirée et j'ai kiffé. C'est la première fois que je sortais dans une soirée, j'ai kiffé, c'est trop bien. Et j'ai rencontré l'organisateur de la soirée à la sortie de la soirée. Il était 6h du matin, on attendait le bus, enfin c'était cool. Et j'ai kiffé en fait, j'ai trouvé ça bien, ce qu'il me racontait, etc. C'est vraiment un pur hasard quand même, parce que le mec qui a organisé la soirée était à côté de moi à l'arrêt de bus, c'est ouf. Et donc on a parlé, etc. Et j'ai vraiment kiffé le délire de voir des gens qui dansent, s'amuser, heureux. C'était bien. Tu découvres la vie. Ouais, c'est ça quoi. J'en avais aucune idée. C'était totalement différent de ce que j'ai été habitué, tu vois. Je découvrais un nouveau type de vie sociale, quoi. Et du coup, ça m'a intéressé. Et j'ai commencé à bosser là-dedans. Tu en fais quoi de cette boîte? Alors moi, ce que je faisais, c'est que je signais des artistes que j'envoyais dans des soirées, etc. Ça aussi, elle a très vite grandi. Après, j'avais des photographes, j'avais des trucs, c'était vraiment cool. Mes artistes, ils ont joué dans des bonnes boîtes à Bruxelles, ils ont joué au Fuse. Ça m'a permis, par exemple, de rentrer dans le backstage où il y avait les Daft Punk qui avaient joué à l'époque. Bon, ils n'étaient pas là, mais tu sais, c'est le même endroit où ils y étaient à un moment donné, donc c'était cool, tu vois, j'étais content. C'est cool, tu vois, à 15-16 ans de vivre ça, j'étais hyper heureux. Et ça s'est bien passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fonctionnait bien jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de créer un système de live stream pour que les artistes puissent jouer de chez eux et gagner de l'argent, même quand il n'y a pas de soirée, en fait. Au moment où j'ai commencé à créer ce système-là, il y a une société anglaise qui a été intéressée par le délire, parce que c'était bien avant Twitch, etc. Donc, c'était avant que les live streams soient logiques. Et j'ai revendu le truc. Parce que là, tu disais, à 17 ans, 2 entreprises, tu collabores en même temps avec la police de Belgique. Tu disais que tu gagnais environ plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que non, à ce moment-là, je gagne quand même beaucoup moins, hein, parce qu'après l'arrestation, j'ai plus autant de flexibilité, etc. Et donc, je passe quand même à un moment donné de ma vie où je touche beaucoup moins. Déjà, le travail avec l'IFA-PME me faisait gagner entre 100 et 300 euros par mois. Donc, cacahuètes. Et ma boîte musicale me permettait de gagner quelques milliers d'euros, mais plus autant qu'avant, quoi. Et bon, avec la police, c'était gratuit. Donc, quand même, j'ai un retournement de situation financière qui est quand même compliqué à prendre en compte. Tu fais des cadeaux à ta maman? Est-ce qu'un jour tu y sors avec le cash? Ouais, j'ai acheté des trucs, j'ai acheté des ordinateurs, j'avais acheté l'Apple TV, je faisais des conneries, quoi, des petits trucs mignons. Technologiques? Ouais, je savais que, tu sais, je sais ce que j'achète du coup. Là, tu commences à avoir un petit peu d'argent quand même, tu vis correctement. C'est à ce moment-là que tu te fais trahir par ton père à 18 ans. Ils te volent tout ton argent.
Ils me volent beaucoup d'argent, en tout cas. Enfin, ils me volent de l'argent. Ils me volent l'argent qui était censé me revenir Sur ton compte? sur mon compte. C'est lui qui prend ta carte et qui va retirer? Non, en fait, les parents en Belgique, ils ont accès au compte de ces enfants s'ils sont mineurs. Et donc, il y avait de l'argent que même mes parents eux-mêmes avaient mis de côté, par exemple, qu'il a pris lui-même, quoi. Alors qu'il était parti des années plus tôt. Bah ouais, j'avais plus de nouvelles, moi, à cette époque-là. Donc il te pompe l'argent à distance. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Dépression. Dépression, j'étais pas bien, hein, parce que bah, déjà, j'étais plus dans la même situation financière qu'avant. Et puis en plus, j'avais un peu moins d'argent et je dépensais beaucoup. Puisque pour moi, j'étais au sommet de ma vie. Déjà là, j'étais content. Parce qu'entre 17 et 18 ans, j'habitais à Barcelone, j'avais un bateau, enfin, je louais un bateau. J'allais à Ibiza, enfin, c'était totalement une vie différente, quoi. Et je cramais beaucoup d'argent. Je regardais pas, en fait, il n'y avait pas de question d'épargne à ce moment-là. Tu sais, t'as 17-18 ans, t'es au top. Et du coup, quand l'argent qui me prend, plus les dépenses arrivent, bah ouais, dépression, quoi. Tu dis que tu loues un bateau, c'est-à-dire? Bah, je loue un bateau. À 17 ans? Ouais. Tu loues des bateaux? Bah, c'est le bateau d'un pote à moi qu'il a reçu en cadeau. Et du coup, lui, il me faisait payer que le fuel et la nourriture, en fait. Donc, et le crew. Donc, en fait, ça me coûtait quand même beaucoup moins cher que si je louais comme ça. Et je vivais entre Port-la-Nouvelle, Barcelone et Ibiza. Et là, c'est de l'argent que tu as d'où, du coup, de cette société, du coup, de soirée? C'est de l'argent que j'avais de l'époque, que je ressortais peu à peu. J'avais aussi l'argent qui sortait de la boîte de soirée, etc. Donc c'était un peu de l'argent qui venait de n'importe où, quoi. C'est quelques années plus tard, c'est à quel âge que tu pars en Israël? Bah 18 ans, du coup, après que mon père m'ait... Il te prend ton argent. Voilà. Alors tu dis quelque chose de fort, tu m'as dit j'ai pensé au suicide. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est normal, parce que du coup, je sais plus quoi faire, quoi. J'ai plus d'argent, la personne qui est censée être ton père vient te trahir. T'es pas bien, tu vois. Ouais, ça te bien. bouleverse. Et je vais pas demander à ma mère de l'aide financière et tout, parce que c'est genre ça se fait pas, tu vois. Surtout que non, ça se fait pas. Du coup. Pour un enfant de 17 ans, si, ça se fait. Oui, mais c'était moi qui donnais des trucs, tu vois. C'est ça. Vraiment, donc je voulais pas reprendre si j'avais donné des trucs. Tu t'étais habitué à un schéma financier qui est C'est ça. changé. En fait, ma vie venait de prendre un autre tournant et j'étais pas bien. Et donc là, tu pars en Israël pour faire quoi? Un volontariat dans l'armée. Donc voilà, c'est un volontariat dans l'armée. Et puis voilà, ça se passe. Je me dis, s'il se passe un truc bien, enfin, si je dois mourir ou je sais pas, au moins je le fais en uniforme, mais voilà, au moins je fais un truc utile, tu vois. Est-ce que tu as un passeport israélien? Non, j'ai refusé. Non? Ouais. Alors comment c'est toi qui dis, tu peux aller en fait en Israël faire l'armée comme ça? Tout juif peut faire l'armée en Israël. Donc toi, tu pars combien de temps? C'est des engagements de combien d'années? En France, c'est 5 ans l'armée, c'est combien de temps toi? Moi, je suis resté 2 ans et 8 mois. 2 ans, 8 mois? Ouais. Ok. Ils te mettent en soldat? Bah oui. Non, mais Sinon, ils me mettent en Winnie l'ourson. C'est toi qui m'as dit, tu m'as dit, je suis arrivé, ils ont tout de suite vu que j'étais pas un combattant, ils m'ont mis un fusil dans les mains. C'est dans ce sens-là que je dis ça. En fait, dans le volontariat que tu fais, t'as pas accès à toutes les unités. Généralement, c'est des unités de combat ou des unités d'aide. En fait, pour tout te donner une idée, d'abord, je suis rentré dans une unité qui s'appelle les Tsantranim, qui est complètement nulle. Enfin, elle est magnifique, mais pour moi, elle est nulle parce que c'est parachutiste. Je suis pas fait pour être parachutiste, tu me vois. Quel moment je vais sauter en parachute N'importe quoi. Ensuite, il y a eu un moment donné de flottement où du coup, ils savaient pas où me mettre et du coup, c'était vraiment en mode on pas des bancs et des trucs comme ça. C'était vraiment, voilà. Et puis après, j'ai été dans les renseignements. Enfin, j'ai aidé dans les renseignements et voilà. D'accord. Ah oui, ils se sont dit, il a un... Ben, j'ai un background dans les renseignements. C'est Il a quand un même utile background. d'utiliser le background dans les renseignements. Ouais. Et donc c'est là que tu commences un peu à bosser pour les renseignements israéliens. Militaire, en faisant l'armée. militaire, ouais. En faisant l'armée. Ouais. Tu les aides, etc. Dernière petite question pour comprendre ce que tu faisais. Ça ressemble à quoi une journée à l'armée, en service militaire, comme tu faisais au renseignement? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi-même. C'est-à-dire? Je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Non, mais c'est être devant un ordinateur. C'est. T'as de tout. Tu vois, c'est ça que je veux dire. En fait, sans donner un truc précis. C'est comme si tu faisais des startups en fait. L'unité dans laquelle j'étais, c'est comme si tu faisais des startups. Donc tu vas avoir des use cases, des trucs à faire et tu vas devoir innover, tu vas devoir
trouver des façons de répondre aux besoins d'autres unités. Voilà, je peux pas rentrer dans les détails. Sans donner, hein. C'est de donner de l'information sans trop en donner, c'est extrêmement dur. Bon, en tout cas, c'est des journées originales qui te plaisent quand même. C'est des journées trop bien. Moi, j'ai appris plus. En fait, je pense que j'aurais pas fait l'armée, j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui parce que ça m'a tellement appris, ça m'a tellement connecté, ça m'a tellement ouvert l'esprit. Et il y a un truc qui s'est passé pendant l'armée, c'est l'application que j'ai revendue au ministre de la Défense qui m'a relancé au niveau de mon cerveau. Tu vends tu vends une application? Ouais. Pendant ton service? C'est ça. Tu développes quelque chose? Ouais. C'est là où on voit vraiment le génie qui arrive dans la foulée, mais c'est une application pour quoi? En fait, c'était pendant la guerre en 2014, l'opération Tsuketan, il y avait une flopée de roquettes qui étaient lancées par le Hamas. Et du coup, il y avait quand même beaucoup d'incompréhension au niveau civil sur le fait que le Hamas lançait des roquettes sur Israël. Et du coup, je me suis dit, moi je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Defcon à cette époque-là. Okay. J'adore ce jeu. Et je me suis dit, ce serait pas mal quand même d'avoir ce principe dans la réalité. En fait, parce que Defcon, c'est un jeu qui est hyper simple. C'est-à-dire que tu as une carte, un peu comme dans un... Je sais pas si tu as déjà vu le film Wargame. Voilà, en gros, tu as une carte comme ça en 2D, vraiment en militaire, et tu vois juste des petits icônes qui... C'est simple, mais ça parle. À l'esprit, tu comprends ce que tu vois, et je me suis dit ce serait sympa d'avoir un truc comme ça pour le public. Et j'ai commencé à bosser sur ce projet-là pendant que j'étais à l'armée. Et en fait, mon algorithme m'a permis quand même d'améliorer quelques points, et je l'ai lancé en juillet 2014 et je l'ai revendu en octobre 2014. Donc en gros, pour une sorte d'application pour l'armée pour arrêter plus facilement les roquettes. Pour visualiser plus facilement les roquettes. Ça fait partie de l'Iron Dome? Ça fait partie de la... À partir du moment où il a été revendu, il a été intégré de multiples manières. Ouais, oui, c'est comme il y a plein d'applications qui sont rachetées par Snapchat, par exemple, de localisation pour l'intégrer dans Snapchat, etc. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si ça a été... Parce que j'ai pas de continuité après le rachat, donc je ne sais pas où ça a été, mais je sais qu'ils l'ont réintégré de manière multiple dans différents trucs. On parlera tout à l'heure des satellites, ouais. On parlera de choses que tu fais sur ton temps libre, de la boîte que tu as vendue à Nike. On va montrer des choses dans la foulée de l'émission pour vous expliquer. On ira après ce tournage. Là, on est dans l'appartement d'un garçon qui s'appelle Raphaël qui nous l'a gentiment prêté parce que tu as une maison, jolie maison, très belle maison. Nouvelle maison. Mais vide. Mais elle est nouvelle. Tu m'as dit, j'ai pas assez de meubles, etc. Donc on verra tout à l'heure. J'ai une chaise. Tu m'as dit, elle est vide, etc. Donc on verra tout à l'heure. Mais tu vas nous montrer ton bureau. Ton bureau est fini, tu bosses de là-bas. C'est le seul truc fini. C'est le seul truc qui est fini. Donc si tu veux bien, on ira tout à l'heure pour ouais. nous montrer ce que tu fais, en fait, pour illustrer un peu tout ça. En tout cas, tu vends cette boîte. Combien tu vends une application comme ça? Beaucoup. Assez pour revenir à une situation financière pré-14 ans. Pardon. C'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'euros? Ouais. Oui, c'est ça, donc tu peux vivre. Je suis de retour avec le sourire. Donc ça dure 2 ans, 8 mois. Pourquoi tu continues pas plus? Après, tu continues pas ta carrière là-bas, par exemple? Qu'est-ce qui te fait changer de... Une meuf. Non, c'est vrai? Donc tu rencontres une femme, où ça? À Londres. À Londres? Ouais. Tu pars habiter là-bas? Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Donc là, t'as 20 ans et 8 mois, grosso merdo. 21 ans, ouais. 21 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Alors à cette époque-là, je bosse chez Google. Après l'armée, je vais travailler chez Google. Et donc j'avais commencé à travailler chez Google Tel Aviv. Et après, j'ai migré sur Google Londres. Et voilà, je travaille chez Google, quoi. Et après, qu'est-ce que tu fais? Alors après, j'ai créé une boîte qui s'appelait Black Phoenix, qui est du coup le retour de ce que je faisais quand j'avais entre 9 et 14 ans, mais de manière légale à ce moment-là. Et du coup, je commence à faire des virus et des trucs offensifs, la cybersécurité offensive, mais de manière légale. À ce moment-là, c'est légal et ça repart, quoi. Je refais la même chose. Quand on dit légal, c'est-à-dire que c'est pas légal de faire de la cybersécurité, c'est une boîte officielle, c'est ce que tu veux dire. C'est une boîte officielle. C'est comme c'est pas légal de faire une arme chez toi, mais si tu as la licence, tu peux. Oui, c'est pour des États que tu bosses. Ouais, des boîtes privées aussi. C'est vrai? Ouais. Tu vends des solutions de renseignement, donc tu avais noté tracking vidéo, écoute, SMS, etc. Ouais. En gros, c'est pour que les États puissent lire nos messages quand il y a des enquêtes, etc. Ouais. D'accord. Mais il n'y avait pas que ça, mais oui. Qui sont tes clients, par exemple? Des gouvernements, du coup, des agences de gouvernement. En fait, les gouvernements,
Un gouvernement, c'est plusieurs agences, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vends à une agence et puis tu vends peut-être à une deuxième agence. C'est comme des... Ça veut dire quoi? Enfin... Bah, imaginons pour les États-Unis, tu as la NSA, la CIA, tu vois. Donc, tu peux vendre à la CIA et puis tu peux vendre aussi à la NSA en même temps, en parallèle. Ah oui, pas c'était juste... tes clients, par exemple, les Américains? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Ça fonctionne bien ou c'est un échec, c'est un succès? Non, ça fonctionne bien. Et au final, d'ailleurs, cette boîte a bien fonctionné jusqu'à un certain moment. Je peux pas rentrer dans les détails, mais pour certains produits qu'on a fait, on avait besoin d'une coopération d'un gouvernement qui n'était pas totalement officielle. Et le problème, c'est qu'il y avait une compétition avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est compliqué d'expliquer ça. Bref, en fait, pour le produit qu'on faisait, le tout dernier produit qu'on avait fait, qui permettait de faire une écoute, en fait, il fallait se connecter à un réseau qui s'appelle le réseau SS7. Et pour se connecter à ce réseau-là, de manière légale, il fallait devenir un opérateur téléphonique virtuel. Pour devenir un opérateur téléphonique virtuel, il faut des autorisations parce que sinon, il faut vendre des cartes SIM. Sauf que je ne vais pas vendre des cartes SIM, c'est pas mon but, je m'en fous. Du coup, il fallait passer au-delà des régulations. Et pour passer au-delà des régulations, il faut l'autorisation de certaines personnes qui sont assises à certains postes. Et tu peux faire ça que dans certains pays. Et du coup, il y a un moment donné où il faut faire... J'ai besoin d'avoir un personnage de film en face de moi. Donc tu fais cette société, tu la revends avant de créer une autre boîte dont on va parler. En fait, je revends juste une partie. De cette boîte? Ouais, parce qu'en fait, c'est un échec. Parce qu'en fait, le moment où on peut plus payer les gens qui nous permettaient de ne pas vendre des cartes SIM pour être un opérateur virtuel, ce produit tombe à l'eau, en fait. On ne peut plus finir le développement. Il y avait beaucoup d'argent qui était parti dans le développement. Mais en même temps, on s'était lancé dans la création l'utilisation d'images satellites. D'ailleurs, j'ai un use case que je pourrais te montrer. Qu'est-ce que c'est un use case? Je sais pas comment tu dis ça, un exemple d'utilisation. Okay. En tout cas, c'est un pays. Tu dis la boîte tombe à l'eau, c'est des pays qui ont changé de gouvernement en gros. Non, il y a des révolutions. C'est plus que il y avait une compétition avec une mafia quoi. Et du coup les paiements deviennent de plus en plus chers. Ah oui. Tu vois. Et ils comprennent ce que tu fais et ils comprennent que si tu payes pas, ton truc il tombe à l'eau et donc ils essaient de choper un maximum d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, tu l'arrêtes, tu gardes la partie satellitaire, je garde la partie satellitaire, et tu vends l'autre partie? Je vends l'autre partie. Et tu montes une boîte. Quand tu dis tu vends une partie, c'est tu la vends quasi rien puisque c'est un échec ou tu arrives à quand même bien c'est ça. Je vends moins, je la vends pour moins cher que ce que j'ai revendu l'application au gouvernement. Israélien. Ouais. Donc après cette boîte-là, donc tu as développé plein de sociétés, etc. C'est là où tu penses à une boîte qui s'appelle Artefact. Alors c'est pas moi qui pense à cette boîte. Ce qui se passe, c'est que encore une fois, la vie elle est bien alignée. Moi, pendant un moment, j'ai streamé sur Twitch. Et en streamant sur Twitch, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Benoît Pagotto, qui est un mec génial. Je le déteste et je l'aime en même temps. C'est un ami super proche et en même temps, il est génial. C'est un génie du mal et un génie du bien en même temps. C'est un mec génial. C'est un vrai Parisien, par contre. C'est vraiment un Parisien. Il se plaint de tout, il est pas content. Vous pouvez le mettre, ça. Et du coup... bref, et du coup... lui, il était directeur marketing chez Fnatic, une équipe de e-sport, donc d'équipe de sport de jeux vidéo. Et on est devenus assez proches, on est devenus super amis. Et en fait, il a compris mes capacités, etc. Parce qu'il m'avait vu, à cette époque-là, j'avais Black Phoenix, il me voyait voyager en jet, il me voyait faire ça. Donc il a très bien compris qui j'étais, il a très bien compris... Tu gagnais déjà très bien ta vie alors pour voyager en jet et ça. Ah, moi j'étais bien. À l'époque de Black Phoenix, oui. Ah ouais, moi j'étais bien. C'est-à-dire que tu arrivais à gagner combien par mois? Pour voir l'évolution? Assez pour être dans les millions, quoi. Par mois? Ouais, j'étais millionnaire à ce moment-là déjà. Mais tu gagnais millions par mois? Non, pas par mois, mais j'étais devenu millionnaire avec mes salaires et mes paiements et les reventes et les trucs. Ok, oui, donc tu gagnais bien ta vie. C'est pour comprendre l'évolution de partie de... Mais en fait, l'évolution, elle est simple. 9 à 14 ans, j'étais bien. 14 à... J'étais très bien déjà. J'étais très bien. 14 à 17, de la merde. 17 à 18, c'est top. On est bien, on n'est pas très bien, mais on est bien. 18 à 19, de la merde aussi. Et de 19 à maintenant, top. Donc tu crées cette société.
Artefact. Ouais. Donc ça s'écrit donc RTFKT. Ouais. Artefact Studio. Avec Benoît. Ouais, alors, donc. Il a cette idée-là. Lui, il a cette idée-là avec deux autres personnes, Chris et Steven. Et en fait, ils ont une idée, et moi, j'apporte le côté technologique qui permet de concrétiser l'idée, en fait. Et en gros, eux, ils ont l'idée complète, et moi, j'apporte le savoir-faire technologique, quoi. C'est toi qui développes? C'est moi qui développe tout au niveau de la technologie. Donc, vous créez ça à 4? À 4, ouais. C'est ça? Ouais. Boîte qui va grossir extrêmement rapidement. Ouais. Qui fait quoi comme ça? Qu'est-ce que vous faites, Artefact Studio? En fait, le but d'Artefact de base, c'était, et c'est toujours, de créer, de base, c'était de donner un système d'authentification pour le monde du luxe. Et en fait, les sneakers, ça a été un peu le premier jet, parce que c'est très urbain, ça fait partie de la culture, etc. Donc on rentre vite là-dedans. Et Steven Zaptio, lui, de base, il était très fort dans le monde du sneakers, etc. Chris, lui, c'était le premier vendeur de skins Counter-Strike. Et Benoît, il avait bossé chez Colette, etc. Déjà, il est bon dans le marketing, j'ai dit c'est un génie. Mais en plus de ça, il avait bossé, il a bossé chez Colette, donc il connaissait bien le monde du luxe, etc. Et du coup, c'était ça le but principal. Vous montez cette société à 4, rapidement ça fonctionne, c'est aussi des NFT? Ouais, en fait, les NFT, ça nous permet, c'est une manière innovante du coup d'amener le fait qu'on a créé plusieurs préceptes dans le monde du virtuel, dont par exemple le mot forge, et qui a permis, en fait, c'est quand on sort une chaussure, tu achètes le NFT. Tu as une période où tu peux acheter le NFT, puis cette période s'arrête, donc on sait exactement combien de chaussures on a vendues, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à produire en physique. Et donc on ne surproduit pas, on ne fait pas plus de chaussures que nécessaire, et surtout, tout le monde ne demande pas sa chaussure en physique. Donc des fois, on produit encore moins que nécessaire. Et ça devient, du coup, c'est une vraie collection, parce que du coup, tu sais que tu as une série limitée, qui est authentifiée en même temps, et donc les chaussures que tu portes en physique, tu sais qu'elles t'appartiennent, tu peux les vérifier assez facilement et elles sont limitées, donc pour le collectionneur, c'est tout bénef. Donc tu as fait des chaussures après avec Nike. Ouais. Vous avez une collab dès le début ou c'est Non, pas Nike? Du tout, c'est... Avant? Ouais, avant. D'abord, c'était des chaussures que à nous, Artefact, et après, la boîte s'est faite racheter par Nike et là, c'est devenu Nike. Vous faites racheter par Nike au bout de combien de temps? 8 mois. En 8 mois? Ouais. Vous vendez la boîte à Nike. Ouais. Vous faites des collabs après? Artefact X Nike? Mais non, on est Nike. Vous êtes Nike? Ouais. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le logo Nike, de l'autre côté le logo Artefact? On garde notre indépendance quand même pas mal. Vous gardez votre indépendance? Donc c'est vous qui dessinez? C'est nous qui dessinons. C'est des modèles qui valent plus cher que les chaussures en boutique? Parce que c'est collection. C'est combien d'exemplaires à chaque fois? Ça dépend? Ça dépend, ça peut être une centaine, ça peut être quelques milliers, mais voilà. Là, je vois, tu as des chaussures originales, c'est des artefacts? C'est des prototypes des CryptoKicks qu'on a sortis. Tu veux bien les montrer à la caméra? Ouais, mais elles ne ressemblent pas à grand-chose parce que c'était des prototypes. Non, je sais, mais c'est pas grave, c'est intéressant de comprendre parce qu'il y a des protos, vous faites des exemplaires en fait, j'imagine, différents, vous changez des petits trucs, etc. Il n'y a pas de lacets? Ouais, en fait, c'est des lacets automatiques, sauf que là, j'ai oublié de les charger, donc voilà. Et en fait, ouais, c'est des lacets automatiques, il y a un système intelligent qui comprend quand tu marches, quand tu cours, ça se lasse en fonction de ton activité, de la position de ton pied, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intelligence dedans? Il y a un moteur avec un système, un software à l'intérieur. Ouais. Mais non. Ouais. Qui sert ton pied, donc un peu comme dans le Retour vers le futur. Un peu comme dans Retour dans le futur, ouais. C'est ça? Ouais. C'est un peu une inspi sur les chaussures au départ, ouais, de zéro autolassante? Ouais, après moi, vu que je fais beaucoup de la technologie, malheureusement, je suis pas la tête pensante derrière les chaussures, tu vois. Donc, toi, t'es la tête pensante dans le moteur à l'intérieur? Ouais, c'est ça, de la technologie, de voir un peu comment les systèmes de forge, etc., ils fonctionnent. On va maintenant aller chez toi, juste une minute. On va y aller tout à l'heure, mais je vais vous montrer maintenant la vidéo. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, t'en as chez toi? Ouais. Regardez. Bon, ça y est, on est chez Samuel. Ce sont tes chaussures, c'est ça? Ouais. Tu nous en parlais. Donc ça, c'est les modèles. Qu'est-ce qui différencie une Artefact que tu as fait avec eux d'une Nike? Bah déjà le style. C'est vachement différent. Non mais les logos pareil. Ah non, il y a le logo. Ouais, t'as le logo. En fait, t'as le logo Artefact et t'as le logo Nike aussi avec sur chacune, tu vois, même sur la langue Nike. Ah oui, toutes les. Ah oui, ok. Ok, t'as le logo. Et tu mets ça en plus?
Ouais, ça c'est par rapport à l'histoire de la chaussure, les Clonix, etc. Donc c'est un peu long à expliquer, mais en gros, voilà. C'est un peu long à expliquer. Ok, mais bon, c'est une série en gros, c'est ça qui. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du même lot. J'ai pas encore tout reçu, mais je vais en recevoir d'autres. Putain, ils sont hyper stylés. Ça, c'est toi qui dessine ça? Non. Non, mais pas du tout. Ouais. Pas du tout. À quel moment moi je décide des fonds sur la technologie? Attends, donc ça, c'est des autolassantes. Ouais. Donc il n'y a plus de batterie, mais voilà, comme ça, vous pouvez voir avec le câble, un peu comme dans Retour à le futur. Ils sont dégueulasses, pas. Ça se vend? Ça s'est vendu. Ça s'est vendu, c'est pas des prototypes, je veux dire. Non, là, celle-là, c'est pas un prototype. Et tu recharges où? Bah, en fait, tu les mets, c'est induction, donc en fait, tu les mets sur la base chargeante et ça charge. Hyper malin. Oui. Ah, ouais, c'est comme sur la base chargeante comme pour le téléphone. Ouais, c'est ça. Ça, tu peux les mettre n'importe où. C'est ça. Ça s'allume quand ça charge? Ouais, ça s'allume et tout. Il y a des vidéos en ligne. Putain, hyper fort. TikTokX. Ok. Ouais, et ça, c'est ma tête, ça. C'est-à-dire? Bah, c'est ma tête. Si tu regardes, il y a les poils de chat dessus, mais. Il fait des chaussures à Nike avec sa tête. Voilà. Complètement. Avec la barbe un peu rousse et tout, c'est ça? Bah ouais, hein, c'est ça. Mais elle est très courte, ça se voit pas trop. Ouais. Mais bah, si tu regardes derrière, t'as aussi ma tête aussi. Attends, mais où ça? Juste derrière. Ah oui, en pixel là-bas, putain, posé C'est par vrai que terre. Quand je vous disais qu'on n'était pas allé tourner ici parce qu'il n'y avait pas de déco, regardez, c'était vrai, vous pouvez montrer le salon, vous allez voir, t'avais pas menti, quoi. Non, pas non. non. Chez toi, c'est juste qu'on n'avait pas... J'ai emménagé. Tu viens d'emménager, quoi. Et celle-là, pour l'anecdote? Ça, c'est avec Jeff Staple. Jeff Staple. Et en fait, Jeff Staple? C'est un des plus gros designers de chaussures au monde. Et en fait, on a fait une chaussure. Et bah, d'ailleurs, tu vois ici le nombre de lots. Tu vois, ça, c'est 1 sur 30. Donc, il n'y en a que 30 des comme ça dans le monde. Ah, waouh, ok. Et ça, c'est des chaussures qui sont vendues 1 an à l'avance, c'est ça? Ouais. Tu les payes sur le site, tu les reçois un an plus tard? Tu les achètes sur le site ou par un événement et après, tu les reçois 1 an plus tard. On a fait aussi des valises, des vêtements et tout ça. Et je sais qu'il y a des gros collectionneurs de sneakers, de chaussures en général. T'en as qui achètent beaucoup pour pouvoir les revendre plus cher après, ça prend de la valeur? Ça prend beaucoup de valeur, ouais. Il y a quand même, si tu vas sur StockX et que tu regardes les chaussures artefacts, etc., ouais, tu verras qu'il y a quand même pas mal de... Et une paire de chaussures comme ça, par exemple, combien ça coûte au départ quand tu vas sur le site? J'ai plus le prix en tête, c'était au-dessus des $1000. Ah oui, à la base. Ouais. Mais j'ai plus le prix en tête. Après, à la revente, ça coûte un peu plus cher, hein, c'est tout prendre de la valeur. Celles-là, elles sont à plus de 5000. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a très très peu aussi. Ouais, et puis parce qu'elles sont cool. Oui, mais elles sont très cool, mais s'il y en avait eu 5 millions, elles n'auraient pas pris de valeur. Bah, elles auraient moins pris de valeur. Voilà, c'est ça, c'est quand on fait une mais vu qu'elles restent cool, elles prennent... Marketing très. Merci beaucoup. De rien. Voilà, comme ça, vous avez pu voir, on y est allé en fait après la vidéo, mais comme ça, moi, je vous fais le montage en direct puisqu'on a 2 lieux de tournage, comme je vous disais avant. On parle aussi business dans Légendes, parfois on fait même des légendes business spécialisées vraiment sur ça. Vous avez beaucoup de salariés avant d'être acheté par Nike, ça représente combien, enfin, qu'on imagine? Moins d'une dizaine, je crois. Si je me souviens bien, moins d'une dizaine. Et tout le monde est éclaté, quoi. Benoît, il est à Paris, Steven, il était à Londres, Chris, il est en Utah aux États-Unis, moi à Dubaï. C'est une boîte en télétravail, tu veux dire? Télétravail complètement. Il n'y a personne, il n'y a pas de bureau? Il n'y a pas de bureau et on se voit quasiment jamais. Moi, j'ai rencontré Chris et Steven après avoir revendu à Nike. Mais non. Ouais. Mais je te crois pas. Ah si. T'as créé une boîte avec des gens que t'as jamais vus? Ouais. Non, c'est pas possible. Ouais. Vous vendez cette boîte à Nike. Ouais. On dira pas la somme. Non. Parce que ça sert à rien, etc. Vous n'avez pas autorisé. Et t'as pas le droit. Non. C'est vrai? Ouais. Mais en tout cas, tu gagnes bien ta vie. Ouais, c'est un vrai succès. Ouais. J'ai Shadow Break aussi à côté. Avec dont on se réjouit pour toi, d'ailleurs, c'est bien. Ça te change de paradigme, tu passes à vraiment beaucoup plus gros? En termes de finances, c'est un vrai cap dans ta vie ou c'est juste la continuité? C'est juste une continuité. Mais qui te permet d'être toujours très bien? Bah oui, heureusement. Artefact, ça continue? Ouais. C'est-à-dire que même si c'est vendu à Nike, tu es toujours dedans? Oui, maintenant je travaille chez Nike, quoi. T'es chez Nike et donc t'as un gros poste à Nike? Ouais. Enfin, poste de... Tu dois faire quoi? De la technologie, toujours. En fait, moi, je suis passé directeur de la technologie, donc je m'occupe de quasiment ce que je faisais chez Artefact, mais à un niveau un peu plus élevé. Avec une beaucoup plus grosse équipe du coup. Et puis voilà, donc c'est ça, je collabore beaucoup avec pour l'innovation, etc. Et c'est pas mal. Durant ton temps libre, le week-end, le soir, tu bosses beaucoup sur plein de choses avec ton autre société, on va en parler après. Mais tu t'amuses à développer des trucs pour le plaisir.
Et un jour, tu nous appelles, on était avec Sébastien en réunion, qui est animateur sur Légende et qui écrit aussi les émissions, qui tire la caméra d'ailleurs. On peut bouger la caméra, me faire coucou. Avec Sébastien, on t'appelle sur Zoom. C'est vraiment un truc de ringard, bouger la caméra pour dire coucou. Ça me rappelle vraiment les émissions des années 80, tu sais, où ils faisaient ça. Tu te rappelles ou pas? Avec Sébastien, on l'appelle un jour, Samuel, pour vous dire si on peut le montrer chez toi tout à l'heure, et je vais vous mettre la vidéo là. Tu m'as appelé et tu m'as changé ton visage. Et il a mis de l'intelligence artificielle qui fait que ça change le visage complètement, comme un filtre, comme un deepfake. Ouais, c'est ça. Mais en temps réel. En temps réel, ouais. En temps réel, je l'ai jamais vu. Ça veut dire qu'il devient Emmanuel Macron. Il devient Elon Musk. Il devient les personnages qu'il veut. Il faut d'abord les développer, parce qu'il fait tout seul ces deux personnages-là, en tout cas. Mais ça, c'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est qu'il fait non seulement le visuel, et qu'à un moment donné, il me dit « Attends, excuse-moi 2 secondes ». Il appuie sur un bouton et il prend la voix d'Emmanuel Macron en direct. C'est-à-dire qu'en direct, d'un coup, tu te mets à me parler avec le visage et la voix d'Emmanuel Macron. Et là, vous m'entendez avec la voix de Macron. Ouais, mais complètement, ça marche de ouf. Franchement, c'est assez incroyable. C'est flippant. Et après, il me dit, attends, il passe en anglais et tu refais la voix parfaite d'Elon Musk. Yeah, I'm Elon Musk. I'm the owner of SpaceX, and I'm very happy to be in a conversation with you. Ok, bah merci beaucoup. Tu seras le bienvenu sur Légende quand tu veux, Elon. C'est choquant. Et c'est-à-dire que je pouvais piéger mon équipe, dire à quelqu'un, attends, dépêche-toi, il y a Elon Musk qui me parle. C'est crédible. Bah, c'est ça qui est cool. Tu pourras nous montrer chez toi tout à l'heure. Ouais. Alors, regardez, juste 2 minutes, on part chez toi dans ton bureau et on revient là. Et les gars, on est dans le bureau, donc ça, c'est l'endroit où tu bosses. Ouais, c'est ça. Là, tu bosses tout le temps d'ici. Ouais. Tu n'as pas d'autre bureau. Non. En société classique, on va dire, etc. Non. Quand tu bosses pour Nike, tu bosses d'ici. Ouais. D'accord. Là, tu viens d'allumer, donc il y a 3 écrans, on enregistre l'écran central. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis Là, tu as adapté, en fait, par rapport à... On voit les petits points verts, là, qu'est-ce que c'est, en fait? Bah, ça, c'est juste le programme. Donc ça, c'est pas moi qui ai créé. Hein. Moi, j'ai juste créé le modèle de Macron, mais en soi, le programme, il détecte ma tête, il met les points par rapport à où est ma bouche, mes yeux, etc. Et puis, il replace le modèle de Macron par-dessus. Mais non, c'est exceptionnel. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu t'habilles... C'est marrant parce qu'il y a quand même des... T'as mis les dents, tu as refait les dents? Ouais. Comment tu as refait les dents? Bah, c'est l'algo. Et tu peux avoir le son? Je peux avoir le son, ouais. Alors, attends. Tu peux parler avec la voix de Macron? Alors. Mais voilà, là, j'ai le son. Là, j'ai la voix de Macron, du coup. On l'entend pas. Ah, c'est vrai, mais là, t'as la voix de Macron. Maintenant, t'as resté du... Ah, oui, d'accord. Il faut que tu mettes plus proche le micro ou ça marche d'ici? Non, là, ça marche, là. Ouais. Donc là, si tu veux dire bonjour, c'est Emmanuel Macron, est-ce que tu peux faire une phrase de ce que tu veux et comme ça, on va regarder après? Bonjour, c'est Emmanuel Macron, en direct de la République française. Et nous sommes sur Légende, une émission que j'approuve au nom de la République. Donc là, tu l'as fait avec Macron, tu peux montrer avec quelqu'un d'autre, par exemple avec Musk? Ouais, Elon on peut Musk. faire avec Elon Musk. Attends, c'est incroyable. C'est du génie, gars. Non mais attends, c'est du génie. Ça, vraiment, c'est impressionnant. En fait, il faut pas trop tourner la tête. C'est ça, sinon on voit la face. Ouais, mais encore, ça s'ajuste. Hein. Tu vois, si je veux, je peux ajuster pour que ça blende correctement, etc. Ah ouais, les oreilles et tout ça? Ouais, c'est vrai? Ouais. C'est plein des paramètres ici que je peux changer. Tu vois, si je veux, déjà, juste la transfert de couleur. Ah merde, ça s'est mis sur ta tête. Ah oui, oh là là, moi j'ai pas du tout... Oh là là, c'est dégueulasse. Tu vois, mais tu vois déjà la différence de blending, déjà, tu vois, je peux... Ça s'est mis sur ma tête, on voit que ça s'est pas adapté parce que ça n'a pas été fait pour mon visage, en gros, c'est ça? Ouais. Toi, c'est ton visage. Ouais, c'est entraîné sur ma tête. Impressionnant. Et donc là, tu parles avec la voix d'Elon Musk? Là, je parle avec la voix d'Elon Musk, ouais. Donc si tu fais une phrase en anglais pour voir. Hello, I'm Elon Musk, and I am on Legend, a very good TV show, a French one. So yeah, maybe soon on SpaceX. Gars, c'est du génie, j'adore. Franchement, c'est incroyable. Et j'ai ta tête aussi. Tu as fait ma tête? Ta tête. C'est vrai? C'est incroyable. Attends, je me décale. Oh Aïe, aïe, aïe. C'est fabuleux.
Putain, c'est un... En fait, c'est moi... Non, mais attends, c'est... Et tu vois, vu que c'est pas entraîné, tu vois, la qualité, là, tout est lent, etc., tu vois. Alors, attends, on va essayer de... Juste pour voir si je me mets à côté de toi, est-ce que c'est vraiment ressemblant tous les deux? Attends, mais ça a basculé sur moi, non? Ouais. Ah ouais, en fait, du coup, ça se voit pas. Oh, Jules, attends, tu veux bien venir, s'il te plaît? Tu veux bien enlever tes lunettes en 2 secondes? Juste puisqu'il a les cheveux un peu longs. Ah oui. Voir si ça... Est-ce que ça peut marcher ou pas? Tiens, non, mais juste ton visage proche, ouais. Il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. Il y a pas un truc, hein. Merci beaucoup. Attends, c'est exceptionnel, gros. C'est exceptionnel. Putain, et là, alors, on entend ton ordinateur qui chauffe, Ouais. alors que t'as une brute d'ordi, je pense. Ouais. Ça consomme, c'est très énergivore hein, pour faire de la deepfake. Ouais, de ouf. Mais c'est-à-dire, par exemple, c'est vraiment comme du minage de Bitcoin, ça dure. Ouais, vraiment. en fait, c'est tout sur ta carte graphique et ton processeur. Et du coup, là, ma carte graphique, c'est une 4090, elle est en train de mourir. Faut un ordi quand même très solide pour faire ça. Ouais, et puis, tu vois, la différence, c'est qu'il il faisait pas du tout de bruit quand j'étais sur Macron ou Musk. Et là, vu que c'est ta tête qui a pas du tout été entraînée, Ah ton waouh. PC est en train de mourir, tu vois. Merci beaucoup de nous avoir montré ça, c'est fou. Ah, de rien. Et un jour, tu pourras faire ma voix, Oui, me montrer comment ça. si tu veux, ouais, mais Non, ça, mais- ils vont s'énerver. Merci beaucoup de nous avoir montré ça. Donc voilà, on a pu voir un peu ce que ça donnait. Ça te prend combien de temps en fait à développer en réalité? En fait, les programmes existent déjà. Ce qu'il faut, c'est entraîner les visages et les voix. Et ça prend une voix, ça peut être assez rapide. Des visages, ça peut prendre 2-3 semaines d'entraînement. Il n'y a pas de plugin encore en direct vendable où tu peux t'amuser à prendre la voix et... Si, maintenant, il y a des sites, etc. qui le font. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même entraîner la voix, tu vois. Donc, ils n'ont pas toutes les voix. En fait, tu vas trouver beaucoup de voix déjà faites en anglais. D'ailleurs, pour celle d'Elon Musk, je me suis basé sur quelque chose qui existait déjà, que j'ai réentraîné. Mais bon, tu donnes encore un an, et ce que je fais chez moi là, tout le monde peut le faire, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans des années? On pourra prendre le visage de qui on veut, faire dire Ouais. n'importe quoi. C'est un peu flippant, non? Ouais, mais c'est déjà le cas en fait. Là, c'est juste que c'est un peu compliqué de le faire, et encore pas si compliqué que ça. Mais dans un an, sur ton téléphone, je pourrais le faire ici. Les quoi. technologies de l'armée, ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent à qui ils veulent? Bah, je peux pas te dire oui ou non, parce que je sais pas où ils en sont là-dessus, mais si tu regardes ce qu'on peut faire là, les algorithmes qui existent déjà, oui, assez facilement. Ça doit être déjà vraiment Oui. faisable d'être Oui. quasiment indifférenciable. Oui, Ça veut dire que bientôt, il pourrait y avoir des photos de gens, des vidéos, de trucs. bah, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet. en vrai. Peut-être que je suis pas là. Peut-être que t'es jamais venu à Dubaï. C'est ma main dans toi pour montrer ça. faire ça. C'est vrai, peut-être que nous sommes sur un fond vert. Bah attends, c'est Non, mais- aucune idée. T'imagines, un jour, il y aura peut-être des interviews en intelligence artificielle. On dira, je veux un dialogue entre un tel et un tel. Mais je suis sûr, Dans dans un un an, 2 ans, c'est le cas. Putain, c'est fou. Il y a plein de métiers qui vont évoluer, finalement. Bah de ouf. Ça te fait peur ou ça t'excite, là, l'IA? Enfin, tu penses que ça va être... Écoute, avoir peur dès l'avancée technologique, je pense que c'est nul. Je pense qu'il faut être excité par l'avancée technologique, il faut comprendre, faut anticiper un petit peu justement par l'excitation pour comprendre ce qui pourrait mal tourner et ce qui pourrait ne pas mal tourner et savoir comment l'utiliser à bon escient. Mais le truc, c'est que chaque innovation technologique va amener son lot de criminels et son lot d'activités illégales. Tu développes aussi un parfum. J'ai tellement trouvé d'informations, je me suis demandé si des gens rajoutaient sur Wikipédia des vannes. T'as vraiment développé un parfum aussi? Ouais, Indaya Collection, ouais. Ça, C'est pas moi qui ai fait le parfum, moi dans la technologie, encore une fois, hein, je vais pas parfumer, ou je sais pas comment ça s'appelle. Parfumeur, nez. Parfumeur, et c'est ça. Non. C'est un métier de nez. Nez, c'est celui qui va choisir le parfum, choisir les senteurs, etc. C'est un métier qui est très, très, très rare. Parce que c'est des gens qui ont un odorat plus développé que les autres, etc. Et Ouais, mais ça, j'ai pas, tu c'est vois. des gens qui gagnent extrêmement bien, qui sont très réputés, très demandés, etc. Voilà. Non, mais pas du tout. Pour les grandes maisons. Donc toi, pas du tout. Pas du tout. Toi, tu développes le parfum. La technologie. C'est-à-dire Le site internet, je m'occupe de tout ce qu'il y a. En fait, je suis derrière, je suis la vision, je trouve que c'est cool, etc. Mais j'aide mes 2 potes pour développer leur vision, pour les aider à créer la brand. Ça n'a pas été ton plus gros succès. Donc, c'était une faillite, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Non. Ça vous mettez de l'argent, vous donnez un temps pour lancer un business, comment ça marche? Moi, j'ai rejoint un peu au milieu parce que la vision a changé, etc. Puis ils ont voulu être un peu plus dans la technologie, etc. C'était un problème financier, clairement, qu'il y a eu avec les investisseurs, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Tu te donnes un temps de réussite, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes administratifs et autres, et donc tu arrêtes, quoi. On va arriver à la dernière partie de ta vie, c'est-à-dire la partie plus récente, la partie satellitaire.
tu as une boîte qui s'appelle Shadowbreak. Ouais, que j'ai faite avant Artefact. Que tu as fait avant Artefact. Une boîte que tu as coupée en deux, en gros. Et tu as revendu une partie, tu as gardé la partie, tu disais images satellitaires. C'est-à-dire que tu rachètes en gros des images à des satellites, à des sociétés de satellites, que tu revends en renseignement. C'est ça. En fait, le but, c'était de démocratiser. Donc moi, quand j'étais à l'armée, j'ai compris qu'il y avait un problème au niveau de l'image satellitaire, comment on accède aux renseignements satellitaires, comment il est fait, etc. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas qu'ils ont l'utilité d'images satellites. Ils ne savent pas. Ça te fait très film. Et, tu vas nous expliquer après à quoi ça sert. Mais... Ouais, et ensuite, il y avait aussi le kiff de se dire, tu sais, dans les films, le mec qui rentre dans une salle avec plein de gens ordinateur, dire suivez-moi cette voiture. J'étais en mode cool, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et je suis passionné par l'espace. Du coup, j'ai commencé à faire ça. C'était dans la lignée de Black Phoenix. Et au début, on achetait des images satellites. Donc le but, c'était, on a fait des partenariats avec plusieurs boîtes qui avaient déjà des satellites. On parle de Airbus, de Maxar et autres. Et on a la capacité de du coup racheter et revendre leurs données. Et donc, ça nous permet, par exemple, si toi, tu as besoin d'une image satellite, de venir chez nous. Et nous, on peut voir qui a la dernière image satellite qui correspond à tes besoins, sans que tu aies besoin de contacter absolument toutes les boîtes qui ont des satellites. Et on peut aussi, en plus de ça, faire des analyses. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, on a eu un pays qui avait besoin de suivre une certaine situation. Et vu qu'on a accès à beaucoup de satellites de plusieurs sociétés, on avait la capacité d'avoir une image toutes les 15 minutes de l'endroit qui était monitoré par notre client. Parce que les satellites, ça tourne au-dessus de la Terre. Les satellites, ça orbite autour de la Terre. C'est le principe. Donc du coup, ils ne sont pas toujours au-dessus de la bonne cible au bon moment. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais il y en a tellement en l'air que du coup, tu te synchronises avec les autres. Ouais, mais vu qu'ils appartiennent à différentes sociétés... En tant que personne normale, si tu as besoin, ou même un gouvernement, imaginons tu es le gouvernement, je sais pas moi, indien, et tu as besoin de satellites et que tu n'as que tes satellites à toi, il faut que tu demandes du coup au gouvernement américain, au gouvernement X, etc., si tu peux utiliser leurs satellites. Alors il y a des partenariats qui existent, mais les sociétés privées ont de plus en plus de satellites à eux, parce que c'est devenu hyper simple de lancer un satellite aujourd'hui. C'est vrai. Et ça coûte pas cher, ça coûte 1 million. Donc, 1 million à envoyer. Ouais. Tu vas mettre sur orbite. Ouais, et à avec construire, SpaceX. c'est plus cher. Ouais, mais tu peux faire des satellites à 2 millions. Au total, ça te revient peut-être 3 millions. Ça représente. C'est gros comment un satellite? Ça dépend, ça peut être comme ça peut être énorme. Il y a des mini-satellites? Ouais, ça s'appelle des microsatellites du coup. Mais non, c'est vrai? Ouais. Il y a des satellites gros comme ça? Ouais, Comme un iPhone? Même pas? Ouais, mais en fait, tu fais rien avec ça. Faut comme penser à la technologie que tu mets dedans, tu vois. Tu peux lancer un iPhone si tu veux, mais tu vas rien faire avec. Non, on va dire que le minimum avec une technologie qui est utile, c'est une boîte à chaussures, quoi, même pas. Il y a des mini-satellites comme ça? T'as des nano-satellites, des micro-satellites, et puis t'as des satellites. Et un big, ça peut représenter quoi? En taille? En taille, la taille d'un frigo. C'est vrai? Ouais. C'est pas plus gros que ça, un satellite? Non. En fait, ce qui prend plus de taille, c'est les panneaux solaires et tout ça. Ah oui, après ça encore se une fois, déploie. ça dépend de ce que ça fait. Tu vois, Hubble, par exemple... C'est un télescope. Voilà. Enfin, il fait télescope aussi. Mais qui est du coup un satellite, parce qu'il orbite et tout ça. Lui, il est énorme, parce qu'il a une énorme lentille, etc. Ça dépend de la technologie que tu veux embarquer dedans, quoi. Donc tu rachètes, tu revends des images, et à un moment donné, tu te dis, je vais lancer moi-même mes propres satellites. Ouais, en fait, c'est dans la continuité du truc, tu vois. Donc, le but, c'est d'avoir plus de données, plus d'accès à ces données-là, etc. Et donc, devenir son propre fournisseur commercialement, c'est logique. Oui, plus d'investissement, tu mets plein de satellites, et après tu as plus d'images, on t'en vend plus. Exactement, ouais. Et puis tu les payes moins cher. Bah oui, voilà. Tu payes même plus les images maintenant. Commercialement, c'est utile. Mais après, on se fournit pas que sur nos satellites, du coup, parce qu'on n'est pas capable de tout fournir. C'est quoi tes clients? Bah, des gouvernements, mais des privés aussi. Puis c'est quoi, des par exemple, médias. des privés? Des médias? Ouais, des médias. On a eu la BBC, on a eu Knight Frank dans le real estate, on a eu des scientifiques, on a eu Stanford, on a eu... ils font des trucs cool en plus. Par exemple, Stanford, ils monitoraient la Corée du Nord avec nos images satellites et ils sont capables de dire combien la Corée du Nord a extrait d'uranium en regardant le nombre de terres qui est excavé des trucs. C'est un truc de ouf. Tu dis des real estate, donc des agences immobilières. Ouais. À quoi ça leur sert? T'as plusieurs use cases. C'est pour scouter des terrains, donc voir un peu comment les terrains fonctionnent. Donc par exemple, sur une grosse ville européenne, vous pouvez zoomer
avec ton satellite. Et qu'est-ce que vous vendez comme données? J'ai du mal à comprendre. Ça peut être de tout, ça peut être des données thermiques, par exemple, savoir quel bâtiment est utilisé ou pas. Ça peut être... Ah, vous pouvez voir avec le satellite, c'est une caméra thermique dessus? Oui, pas notre satellite du coup, mais des satellites d'autres boîtes. En fait, un satellite, c'est pas uniquement avec une caméra. Comme j'ai dit, ça peut être avec différentes technologies embarquées. Tu as des senseurs, tu as des caméras, tu as plein de Donc trucs. tu vois comme ça les habitations vides et tu peux proposer de les racheter? Bah, en C'est tout ça, cas, les tu vois les trucs où il n'y a pas d'émissions. Mais attention, c'est pas que ça pour l'immobilier. Hein. Tu as aussi l'état d'un terrain récemment, donc la plus récente image possible d'un terrain, suivre la construction de quelque chose, voilà. Alors j'ai une question qui me vient en tête. Les images, quand tu les regardes sur Google Plan, elles sont floutées. La zone 51 aux États-Unis, il me voit venir. La zone 51, elle est floutée. Ouais. Toi, tu la vois défloutée? Ouais, en fait, c'est pas une loi qui oblige de flouter les images satellites. C'est juste que Google et les autres fournisseurs de maps le font par mesure de sécurité, je sais pas, mais en vrai, c'est pas une loi. Tu pourrais nous la montrer ou pas? Oui. Oui? Oui. Allez, c'est parti, on va chez toi et on regarde la zone 51. Donc on est dans le bureau de Samuel. On va regarder les images de tes satellites. Non. Parce que le problème, c'est que mes satellites, ça fait des images radar, donc on comprendra rien. J'ai compris que c'est les images d'un autre satellite. On va peut-être faire, je sais pas moi, du 1er octobre au 10 octobre. Pourquoi tu peux voir l'évolution, c'est ça? Ouais. Ah ouais, comme une carte météo un peu, tu peux Ouais, voir. comme ça, tu vois. Donc, ouais, De toute façon, ça doit pas beaucoup bouger, non? Non, mais justement, ça peut être marrant de montrer, voilà, il y a un avion qui a bougé. Quoi. On a le droit de faire ce qu'on fait là? Je sais pas. Est-ce que je peux avoir la CIA qui m'appelle? Potentiellement, j'en ai C'est aucune vrai idée. Je ne sais pas du tout. Ok. C'est une super dernière émission de Légende. C'était un plaisir de vous connaître. Alors vas-y, montre-nous. Alors ça va pas être de la haute qualité parce que je veux plusieurs images. Ah, parce que sinon tu peux avoir des images De très haute très qualité. quali. Ouais, de très haute qualité. Genre vraiment zoomer sur un immeuble. Bah, comme on a sur l'iPhone, ou tu peux voir mieux? Tu peux avoir aussi un peu mieux. Parce que quand tu vas sur Google Plan, t'as déjà une qualité Mais de ouf, hein. Google Maps utilise Airbus et Maxar qui sont à 50 cm par pixel, donc c'est déjà une super qualité. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc là, t'as pris plusieurs jeux. On va les regarder maintenant et tu vas pouvoir voir des mouvements, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Ouais, en fait, là, j'ai pris plusieurs images satellites de la zone 51 qui sont à des journées consécutives, du 1er octobre au 10 octobre. Donc là, par exemple, si j'affiche le 1er octobre, il y avait des nuages. Ah on ouais, voit donc rien. là, ça sert à Voilà, merci. Mais le 2 octobre, là, c'est déjà plus clair. Donc, bon, après, Là, tu peux zoomer. tu peux zoomer, tu peux voir un peu plus. Alors, c'est pas la meilleure qualité, ce satellite-là, mais ce qui est bien, c'est qu'il offre quand même beaucoup d'images quasiment tous les jours. Si, par exemple, tu vois 2 avions, si je prends, par exemple, la journée d'après, bah là, on voit qu'il y a un avion qui est parti. Tu peux aussi voir des mouvements un peu plus spécifiques. Genre, si je prends la journée d'après, là, il n'y a plus d'avion du tout. Et je peux potentiellement rentrer, voir s'il y a eu des mouvements la même journée. Et si je regarde, bah, on dirait en effet qu'ici, il y a eu des mouvements d'un véhicule. Tu vois, si je fais ça, Ah ça veut waouh. dire Ah qu'il ouais, y a un on voit véhicule là et là. Ouais, et d'ailleurs, si tu regardes bien, tu vois même que le véhicule, il était là. C'est celui-là, le petit point blanc. Et quand je fais ça, il n'est plus là, le petit point blanc. Donc, à mon avis, il a dû rouler et il a dû aller quelque part là. T'as appris un peu à déchiffrer les images comme ça? Ouais, justement, ça, c'est de l'expérience que tu acquiers à force de bosser dans le milieu, quoi. Impressionnant. Ah, c'est quoi la zone 51 en réalité? C'est juste un aéroport? C'est une base militaire? C'est une grosse base militaire où ils font des expériences sur des avions prototypes, etc. Quoi. C'est pas... enfin, bah, le truc, c'est que tout est en sous-sol, donc on saura... Enfin, tu sais pas sur quoi ils bossent et ni comment ils bossent dessus, mais... Ah, tout est en sous-sol, tu crois? Ouais, tout est en sous-sol. Bah, c'est connu, c'est connu. Ah oui? D'ailleurs, si tu enlèves les plans, tu vois quand même que c'est assez énorme. Hein. Je crois que c'est la taille de la... Je sais plus si c'est la taille de la Suisse ou je sais plus quoi, mais enfin, c'est énorme. Ah oui, toute la zone entière? Ouais, tu vois, de toute la... Parce que la zone 51, c'est tout ça, en fait. Enfin, ça, c'est tout Groom Lake. Il y a Ah oui, plusieurs trucs. Area, Range. Et en fait, la zone 51 est juste ici. Mais si tu prends tout le truc, c'est une énorme... c'est la taille d'un pays, en fait. Et là, Groom Lake, c'est quoi? C'est un lac séché, c'est ça? C'est le lac séché sur lequel il se pose. Là, t'as la plus grande piste. Là, t'as la plus petite piste. Là, t'as une piste qui fait un X. Oh là là. Et ben dis donc, et donc t'as déjà regardé pour essayer de trouver des trucs, machin et tout, non? Ouais. Mais il n'y a rien, tu trouves rien.
Non, en fait, il n'y a rien. C'est pas ça, c'est une base militaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une base militaire. Et ils vont pas attendre que des satellites de gens comme moi trouvent les trucs. Bah, évidemment qu'ils enterrent tout, ouais. Voilà. Merci d'avoir montré ça aussi. Bah, de rien, de rien. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer là? Alors, les use cases, c'est des exemples commerciaux en fait qu'on a pour expliquer un peu aux clients, etc. ce qu'on fait. C'est des trucs sur lesquels on a bossé, qu'on a déclassifiés. Pour ta boîte de satellite? Pour la boîte de satellite, Shadowbreak. pour expliquer un peu comment on est utile pour les clients, etc. Tu peux montrer le logo? Ouais, tout à C'est fait. hyper joli le logo. Merci. C'est un satellite, du coup. Ouais. C'est la Terre en binaire. En code? Ouais, en binaire. Un binaire. Ok, ok. Donc là, c'est quoi par exemple celui-là? Alors ça, c'est un rapport qui a été déclassifié, donc faut pas se faire au fait qu'il soit écrit classifié. Et ici, c'est l'usine utilisée par l'OTAN et les États-Unis. Du coup, ils sont partis à un moment donné et ils ont dû un peu détruire l'usine pour s'assurer que ce qui arrive, c'est soit la Russie, soit l'État islamique, ne prennent pas trop contrôle de la base. Et donc nous, on a fait une analyse pour un client qui nous a permis de déclassifier ça un peu plus tard, de voir à quel point elle a été endommagée. Donc ici, on voit à quoi ressemblait l'usine, on voit les hélicoptères, etc. Et après, si on descend un peu plus tard, donc nous, on fait plusieurs rapports et blablabla. Et si on descend un peu plus tard, on a une image voilà, où on montre vraiment. Par exemple, ici, ça a été détruit de cette manière-là. Ce bâtiment-là, on a des images sur le sol qui montrent qu'il y a eu du feu à l'intérieur. Donc même si au niveau du satellite, on ne le voit pas, il a été endommagé, il a été brûlé, l'intérieur. Ici, on montre que le bâtiment a été entièrement détruit, que ça a été entièrement détruit. Oui, on voit là qu'il y a des taches sur le toit. Oui, et puis ici, on voit surtout qu'il y a une énorme oui. partie du toit qui n'existe plus. Oui. Ah ouais. Donc, et après, vous donnez le rapport et vous dites voilà ce qu'il y a, ce qu'il n'y a et pas. Et après, on donne le rapport. Ça, c'est une autre image d'un autre satellite. D'ailleurs, on voit du coup la différence de qualité. Ça, c'est un satellite, on voit une qualité. Ça, c'est un autre satellite, on voit un autre type de qualité. Hein. On voit les mêmes dommages, mais d'une qualité et d'une perspective différente. Oui, un petit peu plus haute. Voilà. Et ici, on montre aussi comment les transits dépôts, etc. Tout est montré. Voilà, et là, pourquoi c'est déclassifié? Parce qu'elle a changé maintenant de... Oui, maintenant, ça a plus trop d'intérêt de garder ça. Oui, ça a des années. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple de use case pour... Alors, j'ai la use case du lancement à Senman, qui était une fusée, un tir de missile balistique iranien qui a été raté. Donc ici, on avait une explication des différents sites de lancement. On a expliqué, par exemple, qu'ici, on a vu l'activité qui s'est faite parce que de base, ça ressemble à ça. Il n'y a absolument aucune voiture, c'est un site un peu mort, mais que d'un coup, il y a eu beaucoup d'activités. Donc, on a su qu'il se préparait quelque chose. D'un coup, on passe d'une base absolument morte à une base avec de l'activité, des camions, des trucs. Et on a vu ça sur plusieurs jours. C'est fou ça, hein, de savoir, tu comprends qu'il y a du monde autour. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est au moment où la fusée a explosé. Donc elle a explosé sur le pas de tir. C'est une première image en noir et blanc. Et donc automatiquement, on est repassé derrière pour avoir plus de visibilité. Et ici, on voit la fumée... un peu orange qui nous permet d'expliquer, de comprendre un peu quelle étape de la fusée a explosé, quel type d'explosion il y a eu. On voit aussi les débris, et on voit des camions qui viennent, etc. Ici, on voit un peu plus tard, en meilleure qualité quand même. On voit aussi que le feu a été éteint, parce que maintenant c'est de la fumée blanche. Donc on voit un peu plus. Et ici, on a l'après. Et là, on a vraiment la compréhension de où a eu l'explosion, comment l'explosion a eu lieu. Ça, c'est des informations qui peuvent être utiles pour l'armée d'un autre pays? C'est des informations oui, parce que ça permet de comprendre un peu où ils en sont au niveau de leur étape de création de missiles balistiques, par exemple, de comprendre pourquoi il y a eu une erreur et donc de comprendre un peu leur étape de recherche, etc. Et ça, par exemple, ces photos, tu mets un satellite au-dessus. Justement, quand ça s'est passé, tu savais que ça allait se passer, du coup, qu'il y avait un lancement? On savait qu'il allait y avoir un lancement, mais on ne savait pas quand. On savait parce que, du coup, justement... il y avait de l'activité dans la base, quoi, mais on ne savait pas quand. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu agites les satellites et tu fais passer au-dessous de la zone le plus possible. Et ça, après, tu le vends à un État, par exemple? Ça peut intéresser, etc. C'est ça, c'est ce genre de trucs. C'est pas pour des sociétés privées, ça? Non. Il y a des sociétés privées aussi. Il y a des think tanks, des groupes de recherche, etc., d'anciens militaires ou autres qui font des groupes de recherche et qui aiment bien avoir ce genre d'informations. Qui ont les moyens de se payer des images? Oui. Ça coûte pas cher, hein, des images satellites. En soi, la façon dont on les revend, ça coûte pas cher. Ça peut même coûter $15. Ah bon? Ouais. Bon, alors pas ça, mais il y a des images qui coûtent $15. C'est pas...
T'as un dernier exemple, c'est très J'ai intéressant. un dernier exemple, c'était de l'identification de matériel militaire. Donc par exemple ici c'était en je sais plus quelle date, en 2019 aussi du coup. Et ici du coup on a... Quel pays c'est là? Ça c'est la Russie, et c'est le 33e régiment d'air défense. Et en fait c'était quand ils avaient reçu leur S-400. Et donc en fait ici on voit bien la qualité, on voit par exemple ici on voit que les missiles sont érigés, ici ils sont pas érigés, ici ils sont érigés, on voit là, Ah ouais. on voit les trucs, on voit plusieurs trucs intéressants. Et donc ici ça nous permet de montrer qu'on arrive à identifier quand même pas mal de trucs au sol, tu vois, c'est pas mal. Et puis le plus intéressant c'était un peu avant la parade militaire en 2019 de l'Iran, où ils allaient annoncer un nouveau type de matériel militaire, et en fait on a réussi à capturer et à trouver l'endroit où ils avaient stocké toute leur pour préparer la parade en fait. Oh là là. Et donc c'était la première ils sont fois. levés là. dis Ouais. donc. Ben, c'est pour une parade, mais du coup c'est aussi la première fois où on voyait. Je pense que c'est ce véhicule-là et celui-là, je suis plus sûr, mais c'était la première fois qu'on le voyait en fait par image. Et donc ici on est passé plusieurs fois avec des satellites pour expliquer, et pour voir surtout les différents types de trucs. Donc en fait, quand on est passé au-dessus, on le voyait un peu nul. Hein. On voit qu'il y a des matériels militaires, mais on ne voit pas vraiment ce que c'est. Et donc on a fait repasser un autre satellite avec une vision oblique, Ah oui, pour beaucoup voir plus proche, avec une meilleure wow. résolution, pour là comprendre un peu ce qu'on est en train de regarder et voir. Donc tu vois, tu as vraiment une différence de perspective, quoi. Là, c'est très compliqué de comprendre. Tu sais que c'est du matériel militaire, mais tu sais pas trop ce que tu regardes. Et là, tu as beaucoup plus de C'est compréhension. ce que tu nous racontais tout à l'heure, il y a différentes tailles, différents types, C'est différents ça. objectifs, différentes Exactement. qualités, différents prix aussi, j'imagine, d'images. C'est ça. Mais là, donc, ça, c'est en Russie, tu disais? Non, ça, c'est en Iran, celui-là. Ah oui, et c'est sur le même dossier que... C'est ça, ouais. Ça, c'est juste l'identification de matériaux militaires. Ah oui, c'était un exemple. Ouais. D'accord. Hyper intéressant. Donc là, voilà, merci en tout cas de nous avoir montré ça. Bah, de rien, hein, Excisé. c'était vraiment... Est-ce que tu as déjà vécu un truc avec les satellites? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose avec un satellite qui t'a étonné, un truc original à nous raconter? Ouais, il y a des satellites qui ont été utilisés pour retrouver des colonies de pingouins perdus grâce à leur caca. De quoi? C'est vrai. En fait, grâce aux satellites, tu pouvais voir la couleur marron en Antarctique, etc. Enfin, je sais plus exactement Ouais, c'était où, c'est ça, sur la hein. glace, quoi. Et du coup, ça a permis aux chercheurs de comprendre les migrations, etc., et de retrouver des colonies de pingouins perdus grâce à cette couleur marron. Quand tu dis que tu as des États qui t'achètent des infos, par exemple sur des guerres, des conflits, des frontières, j'imagine, tout ce qu'on peut imaginer, pourquoi ils ne le font pas avec leurs satellites à eux? Parce que c'est limité, dans le sens où, par exemple, on va prendre les États-Unis. Je dis pas que c'est des clients, mais je prends un exemple des États-Unis. Imaginons, tu as 3 satellites géostationnaires. Je te donne un exemple. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui a les capacités de rester au-dessus d'une zone et de regarder cette zone. Tu vas pouvoir les utiliser pour 3 choses différentes. Ensuite, tu as tes propres satellites que tu dois développer et lancer toi-même. On va dire peut-être tu en as une dizaine, mais le problème c'est qu'ils tournent autour d'une zone, ça veut dire qu'ils ont une capacité limitée. Donc plus tu vas avoir des capacités d'utiliser d'autres satellites, plus ton renseignement va être présent. En fait, le but final de toute agence de renseignement, c'est d'avoir un temps réel. Un déroulé Ouais, un déroulé le plus temps réel possible. Et donc plus tu vas utiliser de sources d'informations, plus tu vas te rapprocher de cet objectif. Plus tu vas être précis. Voilà, c'est ça. Par exemple, tu as eu une histoire avec les satellites aussi, avec la Russie, l'Ukraine. Qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai mis publiquement toutes les conversations des soldats russes en Ukraine au moment où ils ont envahi le pays. Les conversations de quoi? Les conversations militaires. Ok. Voilà, Et comment j'ai tout tu as mis sur capté les Twitter. conversations militaires? Alors, il y a plusieurs types. Il y a eu les interceptions satellites, mais il y a aussi les interceptions au sol avec des récepteurs radio. Je ne peux pas rentrer dans les détails de comment ça a été fait, mais ouais, il y a eu toute une opération qui est propre à ce qu'on fait chez Shadowbreak, qui nous a permis de recevoir des informations et de capter des conversations qui sont un peu sensibles, et j'ai tout mis sur Twitter. Mais t'as pas eu de... C'est pas risqué? Si, Et t'as pas eu de problème? si. Tu peux retourner en Russie aujourd'hui? Non, Non, c'est vrai. certainement pas.
Ah waouh. Et c'est pour ça que tu es venu habiter aussi, que tu restes habité dans un pays comme ça? Non, Rien à voir. Non, il y a d'autres trucs dans ma vie qui font que j'ai aussi des problèmes avec la Russie et autres, mais ou la Chine ou des trucs comme ça, mais je vais pas me cacher pour des pays, quoi. Tu fais attention à ce que tu bois? Non. Non. De toute façon, je suis dans un moment de ma vie où si tu meurs, hein, c'est pas très grave. Bah, je m'inquiète pour toi là quand tu dis ça, c'est... Non, mais pourquoi? C'est pas grave. Je pars sur le principe que si t'es censé mourir, t'es censé mourir, donc voilà. Tu penses que tout est écrit? Ouais. C'est vrai? Bah, d'une certaine manière. Je crois qu'on vit dans une simulation, donc c'est compliqué. C'est-à-dire, attends, explique-moi. On vit dans une simulation. Non mais pour comprendre, toi t'es religieux? Enfin, tu es juif? Bah, je suis juif, mais je suis pas la Torah, par exemple. Pour moi, je crois, je suis autant la Torah que l'islam, que le christianisme, que plusieurs autres religions. En fait, je prends tout ce que les religions ont en commun, et pas uniquement les religions abrahamiques, mais d'autres. Et je prends aussi au niveau de la science, la physique quantique, etc., pour essayer de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit. Et pour moi, la conclusion, c'est qu'on est dans une simulation. Une simulation, mais c'est-à-dire? Bah, je sais pas si on peut arriver à être court sur une explication comme ça. C'est compliqué à être court là-dessus. On est. Ben, c'est simplement la religion, elle le dit. On est la création d'un créateur. Donc si on vit dans une création, il y a un créateur, on a une simulation. Pour être très franc, on a fait un dîner. Je pense qu'on a parlé à peu près 2h30 juste de ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on parte trop là-dedans non plus, parce qu'après, sinon c'est très long et... Donc tu penses qu'on est dans un Truman Show en gros, dans une... Oui, c'est un peu un Truman Show, mais à échelle beaucoup plus grande. On est tous reliés? On est tous reliés. Après, tu vois, c'est là où je m'arrête de réfléchir, dans le sens où moi, j'essaie juste de comprendre une explication logique et rationnelle, parce que je veux pas que la science, elle m'explique que les atomes, ils sont dans un endroit et l'autre, etc., juste comme ça, et j'ai pas envie que la religion, elle me dise on fait partie d'une création juste comme ça. J'ai besoin de mettre de la logique dans tout ça, après de savoir pourquoi, comment, etc., là, ça devient juste marrant, mais je veux pas avoir la réponse, quoi, ça, je m'en fous. C'est une question qui me vient à l'esprit quand j'ai préparé l'émission avec Sébastien, Louis et Julie, qu'on embrasse, qui sont restés à Paris pour Louis et Julie. On a réfléchi à toutes les questions que l'on pouvait se poser quand on avait des satellites. La première question qui est arrivée à la bouche de tout le monde, tu sais laquelle c'est? Oui. C'est quoi? Les ovnis. Exact. C'est bien, déconnecté, tu vois. On est connectés, on fait tout ça. Est-ce que tu as déjà vu des ovnis, toi, non, avec moi, des images satellitaires? Non, malheureusement, j'adorerais. Ce serait la première Je question. t'aurais mis sur Twitter. Si j'avais la chance de rencontrer Obama, Trump, Biden, un président américain encore en vie, Bill Clinton, etc., c'est la première question que je leur poserais en off. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et donc toi, tu n'as jamais rien vu? J'ai jamais rien vu. J'y crois, mais je n'ai jamais rien vu. Tu y crois quand même? Ouais, mais moi, je crois que c'est nous. Je crois que les ovnis, c'est nous. C'est-à-dire, il y a des tests de l'armée avec des véhicules? Non, dans le sens où c'est nous. C'est peut-être même le créateur. C'est genre nous. Peut-être c'est le futur, peut-être c'est le passé, j'en sais rien, vu que de toute façon, il n'y a pas de logique de temps, mais je pense que c'est nous. Je pense pas que ce soit une autre race. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu penses qu'on est dans une simulation et qu'il y a d'autres choses. Ouais. Je sais que dans ça, les gens vont nous prendre pour des fous, certaines personnes, mais c'est intéressant d'avoir ton avis. Est-ce qu'il y a à l'armée, tu as déjà entendu, est-ce que tu peux le dire, ou est-ce que tu as déjà entendu, tu as bossé avec plein de services d'enseignants, des choses sur les ovnis? Oui, c'est pour ça que j'y crois. C'est pour ça que j'y crois, parce que j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu des trucs qui ne sont pas publics. Jamais rien d'extrêmement tangible, mais assez pour se poser des questions et savoir que ça existe. Donc, avec des gens bien renseignés, etc. Oui, mais même... Pas des farfelus, quoi, genre. Ouais, pas des farfelus. Et en plus de ça, t'as pas besoin même de chercher dans les trucs confidentiels pour comprendre que ça existe. Il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs. Même en Belgique, il s'est passé cette histoire avec les ovnis au-dessus de la Belgique pendant tout un moment où les gendarmes, c'était à l'époque où il y avait des gendarmes en Belgique, etc., l'ont vu, l'armée, etc. Il y a plein de trucs qui sont passés dans le monde et qui continuent à se passer dans le monde. Et même dans les cultures à l'époque, on peut se poser des questions sur des avancées technologiques et autres qui se sont passées, qui font que oui, bon, ok, c'est sûr, il y a quelque chose. Après, qu'est-ce que c'est, je sais pas, mais moi, j'ai jamais rien vu, mais si je vois une pyramide, je sais qu'elle existe, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, donc, au niveau des sources, voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui est assez haut placé au renseignement américain, etc. J'ai eu des conversations avec lui. Voilà, c'est assez pour savoir que... Lui, il te dit que ça existe. Je peux pas dire ce qu'il m'a dit et ce qu'il me dit, mais je peux dire que C'est voilà. C'est compliqué ces interviews, hein, de dire, sans dire, mais en tout cas, tu y crois et tu es sûr que ça existe. Ouais. Voilà. Ouais. C'est fou quand même.
J'ai envie de démonter toutes les théories du complot, qui sont parfois vraies. On est déjà allé sur la Lune. La question suivante. Juste pour comprendre, toi, t'es venu habiter seul, t'es venu habiter avec ta famille, avec ta maman. J'aimerais bien. J'adorerais que ma mère bouge ici, que ma sœur et tout ça bougent ici, mais malheureusement, parce qu'ils ont des liens familiaux encore très forts, etc., en Belgique et autres, ils bougent pas, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des toits d'il y a 15 ans qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont des envies de créer des boîtes, qui ont des envies de lancer des business? Je trouve ça toujours intéressant d'avoir un conseil, pas des phrases d'entrepreneurs nuls, tu sais, sur Internet. C'est le problème, en fait. Non, juste, si toi, tu avais un truc à dire, qu'est-ce que ça serait, tu vois? Tu sais, ça devient des rêves. Ouais, c'est hyper facilement des phrases bateau, tu vois. Crois en toi. Et parce qu'en vrai, c'est des conseils débiles, mais qui sont vrais. Et c'est toujours les mêmes conseils. C'est juste, il faut pas s'arrêter au premier problème. Il faut savoir prendre des risques. Faut pas rentrer dans cette. En fait, il faut rewire son cerveau, reconnecter son cerveau pour croire en ses rêves. Pas se dire ouais, mais si je fais ça, il va y avoir tel problème, et s'arrêter automatiquement. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Ça fonctionne pas, tant pis. Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? On voit que tu as 28 ans, tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu n'as aucune idée? Aucune idée. Tu sais quand même sur un an à peu près? Pas du tout. Non, c'est vrai? Non, vraiment. En fait, moi, je vis maintenant au jour le jour. En fait, j'ai vécu beaucoup au jour le jour et je sais. En fait, c'est ça. En fait, j'ai pas fait de stratégie dans ma vie pour arriver où je suis. J'ai jamais pensé, je vais faire ça. J'ai pas joué au jeu d'échecs. Oui, classique. Voilà. Pour une J'ai carrière. pas fait ça. Moi, je dis souvent, je me suis mis sur un bateau et j'ai laissé le vent me faire naviguer. C'est juste que je prends des décisions stratégiques au moment venu. J'essaie de prendre la bonne décision et de comprendre ce qui se passe autour de moi pour bien comprendre les opportunités et tout. Mais j'ai pas fait de stratégie. Ce qui me passe par la tête, je le fais. Et puis voilà, c'est pour ça aussi que j'ai une aversion au risque qui est quand même assez Limité. Ouais, assez limitée. Parce que je réfléchis pas trop sur le long terme, quoi. Je réfléchis de manière logique, mais pas sans me prendre la tête, quoi. Voilà, c'est. Et donc tu sais pas dans quoi tu travailleras dans 2 ans? Pas du tout. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Mais Bah si, un minimum, là, par je exemple, sais t'as des salariés qui bossent sur de la boîte Shadowbreak. Ouais, bien entendu. Ça, c'est des choses à distance. Tu t'es organisé pour Tout pouvoir est à bosser. distance. Tu bosses de chez toi, Ouais, j'aime pas du tout aller dans un bureau, ça m'insupporte. dans le bureau qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est mon bureau du coup. Mais moi, ça m'énerve de faire un trajet en voiture par les autres bureaux pour voir des gens que t'as pas envie de voir et parler de trucs, on s'en fout. Ok, donc tu as des gars qui travaillent loin, qui s'occupent de vendre les images, machin, c'est ça? Qui s'occupe de vendre des images, qui s'occupe de faire les montages aussi, parce que par exemple quand on fait des analyses d'images satellites, il faut bien entourer en rouge que tel bâtiment a été détruit, l'avant, après, tel truc, donc il y a plein de trucs à faire. Ouais. Toi, tu as les moyens, mais tu fais très attention. C'est un peu quelque chose que j'ai entendu dans beaucoup de gros entrepreneurs américains. Tu achètes à crédit, tu mets pas ton argent n'importe où, tu fais très attention alors que tu en as, Ouais. mais tu préfères investir dans des boîtes, dans des satellites, qu'aller acheter une maison cash par exemple. Ouais, exactement. Ton argent, tu préfères le mettre dans des boîtes, Ouais. t'as risque tout le temps, c'est un moyen de jouer quoi. Ça revient surtout à l'éducation de ma mère. Moi, c'est grâce à ça qu'on est resté en vie, entre guillemets. C'est parce qu'elle a su économiser, elle a su gérer l'argent et j'ai été élevé là-dessus. Donc je suis quand même beaucoup la logique. Et puis, il faut pas oublier que du coup, dans ma vie, j'ai eu des bons moments et des super mauvais moments. Il y a eu des moments donnés où ma carte, elle passait plus. Donc après ce qui s'est passé avec mon père, etc. Donc j'ai plus du tout envie d'avoir ça. Et je connais, enfin moi, il y a des histoires qui me hantent de gens qui avaient beaucoup d'argent et qui en ont plus aujourd'hui, etc. J'ai pas envie d'être dans ce cas-là, quoi. Oui, t'as plus envie de connaître une période où t'as plus du tout de moyens quoi. Ou de stresser par rapport à l'argent, de stresser au loyer, de stresser à X, etc. Je ne saurais pas. C'est fatigant. C'est pas uniquement fatigant, pour moi c'est une défaite, je peux pas. T'es heureux aujourd'hui pour finir? Ouais. Ça se voit. Non, c'est vrai, tu rigoles, t'es Ouais, je seul, me regarde dans le miroir, je suis content. t'es lumineux. Merci beaucoup. Bah, merci Tu à sais toi. que c'était pas un exercice facile, une interview c'est pas facile. Bah, c'est une conversation, en vrai c'était cool. Oui, mais se livrer comme ça, c'est une conversation, mais t'as des caméras, t'as du monde, c'est quand même pas facile à faire. Et je pense que c'était le meilleur moyen de représenter Dubaï, qui fait vraiment futuriste. Quand tu regardes les bâtiments, t'as vraiment l'impression Ouais, que c'est clair. qu'on est dans le futur. Bah, c'est cyberpunk le truc. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup.
Merci d'être venu. Bah, merci à toi. C'était trop chouette. Vraiment, on s'est rencontrés par hasard par des amis qui m'ont dit mais ce gars-là est incroyable, il faut absolument que tu le rencontres. C'est vraiment comme Des ça que ça amis s'est qui passé. sont incroyables aussi d'ailleurs. Des amis qui sont incroyables aussi et qui ont des vies folles. Et voilà, tout ce que tu as dit, je sais que c'est vrai et confirmé. Voilà, allez suivre sa vie complètement ouf. J'ai vu que tu avais emmené ta maman et ta grand-mère, je pense. Ouais, en c'est Sardaigne, ça. ouais, c'est ça. Cette dernière photo Instagram, vous verrez, tu as pris un avion et tu l'as emmené manger quelque part, des figues. Je les ai fait prendre le jet. C'était la première fois que ma grand-mère prenait le jet, hélicoptère, Rolls-Royce. Ouais, j'ai fait la vie de star. C'est ça, tu l'as montré. En fait, c'est mignon parce que tu t'es fait tout seul et tu en profites et c'est. Ouais, bah, c'est important. Je veux que ma mère, elle profite, mais ma grand-mère, elle a moins de capacité de profiter et je veux qu'elle puisse profiter. Je veux qu'elle comprenne qu'elle n'a pas été par tous les problèmes qu'elle a eus, parce que ma grand-mère, elle a quand même une vie aussi compliquée. Pour rien, et que voilà, ses petits-enfants, ils accomplissent des trucs. Je voulais remercier aussi, vous avez vu, on n'était pas chez toi parce que tu n'avais pas de meubles, je disais tout à l'heure en début d'émission. Alors que le gars nous dit qu'il y a des satellites, il n'a pas de salle à manger. Vous verrez chez il n'y a pas de cadre, il n'a pas eu le temps d'y aller. En tout cas, on est dans un joli appartement que nous a prêté un certain Raphaël, voilà, qui est un copain de copain. Et voilà, je voulais remercier Raphaël de nous avoir prêté gentiment son appartement. Je mettrai ses réseaux sociaux aussi. Je sais qu'il est venu travailler là pour créer des très grosses soirées dans des lieux assez incroyables ici, avec des gros DJ, avec plein de gens super. Ça s'appelle La Martine, voilà. Et je vous mets les liens en dessous de ses réseaux sociaux, de son numéro de téléphone. Je vais voir ce qu'on mettra d'ici le montage, puisqu'il lance ça dans quelques semaines après le tournage. Donc voilà, merci beaucoup à Raphaël de nous avoir prêté l'appartement. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, pareil, à vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne. Merci beaucoup d'être là en masse sur la chaîne Légende. Mettez la petite cloche, un petit pouce en l'air si vous voulez liker la vidéo, un petit commentaire aussi pour dire tout ce que vous avez pensé de l'interview. Nous, on adore lire. Tu vas lire les commentaires ou pas? Bah, ça va être un mytho et tout. Donc ça va être... Non, bah attends, non. Mais non, on va illustrer, on va bien voir. Je rigole. Mais il y en aura. Il y en aura. Mais il y en a pour tout le monde. Bah oui. Je vous mets dans les commentaires, on regardera tout ça, mais en tout cas, allez-y, mettez des petits mots d'amour et tout, envoyez-nous de l'amour, ça nous fait toujours vraiment plaisir. Je vous embrasse fort et toujours 3 vidéos par semaine sur Légende, mercredi, vendredi et dimanche. Et pour terminer, je le fais à chaque fois, je ne vais pas changer la coutume. Je vous montre le setup, voilà, Samuel qui est là, Jules qui est derrière la caméra. Pour la petite anecdote, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il s'est fait mordre par un singe hier. On est allé à l'hôpital hier soir toute la nuit. Quoi? Non, c'est véridique. Hein. Il s'est fait mordre par un macaque. Mais hyper agressif. Mais je vais te raconter après parce que incroyable. Voilà, la personne s'est interdit. Et une personne s'est approchée de nous en disant j'ai un macaque, elle était hyper contente. Et le macaque a sauté sur une personne, c'est sur Jules. Il lui a mis le singe, il a mis une patate. La ville de l'improbable. C'est ça qui est beau. Il a cassé ses lunettes. Mais non. Et il lui a mordu la main après. Et en fait, Jules, pendant quelques secondes, je vous raconte cette anecdote. Bon, vraiment, le setup, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, on pourra le garder. Le pauvre, il a eu une montée de fièvre hier. On est allé boire le thé chez le rappeur Maes. Ouais. Et à un moment donné, Jules est tout blanc, transpirant, il dit les gars, je me sens mal, juste après sa morsure. Et en fait, ils sont allés, ils lui ont foutu 5 injections de je sais quoi ici. Il a fait tous les vaccins de tout ça, quoi, voilà. Donc félicitations pour ta morsure. Donc, pour vous dire, c'était un tournage à haut risque. Sébastien, voilà, qui anime ici, qui écrit et qui fait tout avec moi et que j'embrasse. Et Renan, voilà, qui a des émissions hyper zoomées, Renan, du coup, derrière la caméra. Mais voilà le setup. Merci beaucoup à vous tous, les gars, et à très vite, de toute façon. Je remercie encore Samuel. Bisous tout le monde.